Salut à tous, bienvenue dans LGP Geek, épisode numéro 5. Donc on se retrouve cette fois-ci non pas avec un invité, mais avec deux. Comme d'habitude, Hologramme est avec nous. Salut Hologramme. Salut bien Papy, salut bien Stefcore. Et Stefcore, comment vas-tu ? Bien, nickel, bonjour Hologramme, bonjour Papy. Salut. La pleine forme, nickel. Heureux d'être au sein de LGP et très heureux que vous m'ayez accepté de m'inviter pour participer à ce podcast. Ouais, c'est normal, comme je l'ai dit, tous ceux qui ont quelque chose à dire d'intéressant, voire même de pas intéressant, d'ailleurs sinon on serait pas là, tout le monde est invité, permanent, quand il veut. Donc ce qu'on va faire, Stefcore, tu vas te présenter rapidement, et puis après on va voir un petit peu de quoi on parle aujourd'hui. Allez. Stefcore, je suis poditeur depuis 2005. J'ai participé à un podcast qui s'appelle le SAV de la F1, qui continue toujours et qui est disponible sur le site fanf1.com. J'en profite pour faire la pub. Bien sûr, vas-y, on mettra le lien de toute façon. L'espace m'ouvert et non, j'habite sur Le Mans. En travail, je suis soudeur pour Renault. Ah, seulement, là, t'es bien placé, là. Hein. Ah, là, je suis pour les sports automobiles, c'est ouais. royal, quoi. J'habite à 2 km du circuit, donc j'ouvre ma fenêtre, j'ai droit à économiser quand même un billet qui coûte assez cher désormais. Et je suis plutôt technophile, j'ai un peu goûté à tout, que ce soit Linux, Apple, Windows. Et pour en venir au mode du podcast, je participe aussi à un documentaire réalisé par Elder Mendes qui s'appelle Sur place ou emporté. Et qui s'intéresse justement au monde du podcast, en voir les coulisses et aller à la rencontre des différents podcasteurs un peu partout en France et essayer de faire découvrir au public ce petit monde inconnu mais qui commence à se faire une place quand même. Donc, Ouais, c'est vrai que les podcasts, il y a quelques temps on parlait podcasts, il y avait quasiment que des podcasts tech ou alors avec des cibles très très précises. Et on commence à en entendre parler via aussi les émissions. On va rendre à César ce qui leur appartient. Au départ, le podcast, c'est quand même issu de la radio. C'est un mouvement détourné de la radio. Et la radio est en train de nous renvoyer un peu du monde. Parce que quand on écoute... Alors moi, par exemple, je suis un fan inconditionnel des grosses têtes, même si j'ai pas 60 ans. Et les grosses têtes, je les écoute en podcast parce que 16h-18h, c'est vraiment pas mon horaire pour écouter. Ça ou même certaines émissions de RMC pareil qui sont rediffusées en podcast et c'est quand même bien pratique et eux font de la pub régulièrement pour les podcasts donc ça permet aux gens d'aller sur iTunes et d'aller dans les moteurs de recherche de podcasts et de trouver autre chose que les grandes radios et c'est vachement bon pour tout le monde ça. Oui, ouais. Il y a un bon retour d'ascenseur qui est agréable, quoi. Surtout que moi j'ai découvert le podcast vraiment tôt, à ses débuts. Je suis pas un gros passionné de musique, j'aime justement quand ça parle, qu'il y a du débat. Et je suis arrivé en 2005 à découvrir vraiment furetant sur internet, à rechercher des sources audio, chercher tout type de débat, et j'ai découvert les tout premiers podcasts qui étaient faits à l'époque par Bertrand Lenôtre ou Pierre Journel. Et j'ai scotché de découvrir ce qui est génial avec le podcast, on va dire entre guillemets amateur, mais le podcast amateur, c'était des gens qui parlaient d'une spécialité, quelque chose de vraiment spécialisé qu'on ne retrouvait pas dans les médias. Et c'est un vrai bonheur de voir que le média se développe, que les gens commencent à vraiment accrocher. C'est absolument génial, quoi. J'étais longtemps dans ma petite bulle à pas pouvoir en parler à gauche ou à droite parce que personne connaissait, mais là depuis au moins 3 ans il y a une grosse explosion, quoi. Puis on rentre dans un univers qui est quand même relativement libre par rapport j'allais dire à la radio, parce que la radio a un énorme problème, c'est la grille de temps, la grille d'antenne qui est fixe. Malheureusement, une journée ne comprend que 24 heures, dont 6 heures la nuit qui sont très peu écoutées. Ils ont des problèmes de budget avec les publicités, ce qui fait qu'ils ont des coupures pub toutes les 3 minutes, 5 minutes, 4 minutes, voilà, et du coup ils sont obligés de rentrer dans les grilles. Et nous, on n'a pas ce problème-là. Donc, c'est vrai que y a rien de plus chiant quand ils sont obligés de couper un invité intéressant parce que c'est l'heure. Ouais, exactement. Et en plus, même la liberté de ton ou de propos, c'est vrai que le podcast a cette liberté de pas avoir les contraintes du CSA.
ou s'en libérer un petit peu sur certains concepts qui sont peut-être un petit peu abusés. Et c'est vrai que c'est nettement plus agréable de pouvoir même entendre, comme tu disais, hologramme, le discours d'une personne pendant 1 heure et de ne pas avoir la coupure pub, la coupure météo, la coupure flash info, et d'avoir un discours libre. C'est vraiment vraiment intéressant parce que justement on peut approfondir les sujets, et c'est ça qui est génial avec le podcast, quoi. Ouais, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est ce qu'on essaye de faire et ce qu'on va essayer de garder. Pour moi d'ailleurs, j'en profite pour passer une annonce. Pour moi, il manque quelque chose à LGP Geek et je pourrais pas le combler malheureusement parce que je suis absolument pas musicien. J'ai trouvé la musique d'intro du podcast. J'ai plus en tête le nom de l'artiste, mais c'est une musique libre que j'ai trouvée. D'ailleurs, il faudra que je le cite dans l'article. Mais si l'un d'entre vous se sent de nous faire un petit jingle d'une vingtaine de secondes pour le début de l'émission et un autre ou même le même pour la fin de l'émission, voire même un petit jingle pour changer entre les différentes parties de l'émission, quelque chose qui fasse 2-3 secondes, un petit son sympa. Qui veuille bien nous céder pour le podcast, et ben c'est avec plaisir. On l'accueillera pour nous présenter son œuvre quand il le souhaitera, et voilà, ce serait une bonne chose. Parce qu'autant je suis capable de m'améliorer en podcast, autant en musique, je pense qu'il va falloir quelques dizaines d'années pour que je sois efficace, et vous en aurez vite marre. On n'est pas quacos, hein. Voilà. Bon, on en discutera parce qu'on a peut-être quelqu'un qui pourrait nous le faire. On verra avec Steph s'il peut nous préparer ça. Ah, bien. Enfin, pas lui-même, mais quelqu'un dans son entourage. Faudra qu'on en discute. Oui, faut que j'essaie de pousser la personne, et c'est du sport. Et c'est du sport, mais c'est pas grave. Oh, mais le sport, ça te connaît. Pas tellement, vu de mon physique, pas tellement, quoi. Eh ben, heureusement qu'on fait du podcast audio. Exactement, c'est ça qui sauve. Bon, donc maintenant que vous connaissez Steph Core, vous le retrouvez sur Twitter @StephCore, STEFCORE, et de toute façon vous retrouverez tout ça sur l'article lié au podcast sur lgpgeek.com. Bon, on va commencer, parce qu'on avait dit qu'on se mettait à aller un petit peu plus vite pour arrêter de vous faire patienter. Donc aujourd'hui, on va bouleverser on va dire l'organisation qui n'en était pas une, mais on commençait à s'organiser un petit peu. On va bouleverser tout ça. On va avoir un sujet et un seul pour cette fois-ci. Mais rassurez-vous, très très rapidement, je pense courant de semaine prochaine, donc dans moins d'une semaine, vous aurez un autre épisode qui sera lui beaucoup plus classique avec tout ce qui va bien, toutes les rubriques Rapid News et un gros dossier. On peut déjà vous dire de quoi il s'agit. Il s'agira de la domotique au sens très très large, objets connectés, domotique à la maison, etc. etc. Que ce soit Steph Core ou Hologramme, les deux se sont attelés à la tâche et vous ont préparé un dossier relativement complet. Et je pense qu'on va exploser les scores du serveur au niveau timing. Ouais, je crois aussi, ouais. Voilà. Je crois, oui. Donc pour aujourd'hui, le sujet, c'est, comme vous en doutez, comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce que j'ai diffusée il y a 2 jours, la keynote d'Apple du mois de septembre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette keynote ? Donc c'était une keynote qui était, comme d'habitude, prévue quelques jours avant, annoncée quelques jours avant, même si on le savait plus ou moins. Comme d'habitude, c'était une déferlante de rumeurs diverses et variées, surtout diverses et surtout variées. Donc la keynote, la conférence début 19h comme prévu, comme à son habitude, ils sont relativement efficaces au niveau des services d'Apple. Il faut rentrer les gens quelques minutes avant, tout se déroule bien dans la salle et ils commencent à l'heure prévue, à 3 secondes près. C'est toujours à peu près la perfection. Donc on commence cette fois-ci avec c'est un petit peu différent d'habitude. D'habitude c'est une déferlante de chiffres divers et variés sur Apple et autres. Cette fois-ci, la première partie était consacrée à l'iTunes Festival, qui est, comme certains le savent et les autres, il faut absolument le découvrir. C'est un festival de musique en ligne, en streaming et en téléchargement, qui existe depuis 7 ans, qui est gratuit sur iTunes, qui est
dispensé dans plus de 100 pays, avec 20 millions d'auditeurs à chaque fois, donc c'est amazing, c'est la première fois que ça a été prononcé dans la keynote. Donc vous retrouvez ça sur iTunes Festival, sur iTunes, comme d'habitude, plein d'invités, plein d'artistes et quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, à propos d'Amazing, je vous ai trouvé une petite vidéo. Donc je vous mettrai le lien. C'est une vidéo qui dure 1 minute 49, quelque chose de très rapide, de notre regretté Steve Jobs, du mois de septembre 2009. Donc il y a à peine 4 ans, on a l'impression que c'était hier. Et elle s'appelle Incredible, Amazing, Handsome Apple. Voilà, donc vous verrez pendant 1 minute 49, c'est un montage, mais par contre ils n'ont pas répété plusieurs fois chaque morceau, et vous verrez une déferlante de Incredible, Amazing, Awesome, etc., etc., etc. Comme quoi Apple est toujours amazing, amazing, amazing. Voilà, qu'est-ce que vous avez à nous dire, que ce soit Hologram ou Steph Core sur l'iTunes Festival? Personnellement, je t'avoue que j'avais suivi il y a 2 ans, mais là désormais non, je suis pas l'un des 20 millions d'auditeurs. Mais d'accord. Mais le Amazing, je l'avais déjà vu, c'est vrai qu'elle est vraiment sympa, quoi. Mais c'est vrai que iTunes tente l'Amazing, mais on va voir si la keynote a fait que Apple reste encore Amazing. Mais bon. Ah mais je te coupe tout de suite, hein. Peu importe ce qu'a donné la keynote, Apple reste amazing. Oui. Ils l'ont dit au moins 150 fois. Ouais. Non, et réussir à faire vendre un produit à ce prix-là, c'est amazing, ça c'est clair. Ça c'est sûr. Hologramme. Ouais, écoute, moi je savais même pas que ça existait. Alors tu vois, l'iTunes Festival. Eh ben voilà. Alors il y en a un que je vais inviter à réécouter, c'est Steph Core, parce qu'il a déjà écouté un petit peu, même si t'es pas fan de musique. Franchement, on nous propose de la musique et en plus gratuite et de bonne qualité, parce que c'est souvent des super bons enregistrements ou c'est en live, mais bon, souvent des enregistrements. Franchement, allez-y, et Hologramme va voir un peu ce qu'il y a. Je sais que sur iOS il y a une appli qui permet d'aller le voir au fur et à mesure, mais ça doit être dispo aussi sur le site ou sur iTunes, donc pas forcément besoin d'avoir un iPhone ou un iPad sous la main. Ouais. Par contre, il y a un truc qui m'a fait bien marrer dans la vidéo de présentation, il y avait que Lady Gaga. Hein. Ouais, mais c'est toujours un petit peu comme ça. Ils prennent une personne. Ils font pas une déferlante. Après, ils en ont cité quelques-uns aussi, mais c'est toujours. Et puis d'ailleurs, on en parlera, mais les choix musicaux cette fois-ci étaient assez étonnants. On avait quand même pas mal de petites musiques planantes comme d'habitude sur les présentations de produits, mais le reste des choix de musicaux c'était spécial, quoi. Non, pas étonnant, c'était amazing, quoi, le choix comme toujours, quoi. Même le choix des chansons est amazing chez Apple. C'est vrai, voilà, tiens. Ça y est, encore un fanboy. Non, justement pas. Non, justement, c'est. C'est de l'ironie. Oui, exactement. Voilà, d'accord. Okay, justement pas, parce que vous êtes bien trouvés entre Hologramme et Steph Core. Je vais avoir du boulot. Vous êtes tous les deux des Google addicts. Ça me rassure, je me sens moins seul là. Ouais, mais le pauvre papy va se retrouver bien seul. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave. Je suis tout seul avec Apple, ça me va très bien. Bon, alors à la suite de ça, donc ça c'est une toute petite partie de la keynote consacrée à l'iTunes Festival. Et juste après, il y a eu un petit mot pareil rapidement sur les Apple Store, donc les magasins physiques Apple. Comme je vous l'avais dit, j'ai eu la chance extraordinaire d'aller à New York et d'avoir vu l'Apple Store historique de Soho. Je ferai presque le voyage rien que pour y retourner, tellement que c'est un endroit spécial dans tous les sens du terme. Donc là, il a parlé d'ouverture d'un autre magasin, encore un énième magasin, et de dire que ils essayaient de plus en plus de s'implanter avec des magasins physiques. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on peut remarquer dans les statistiques les taux de pénétration dans les grandes villes croissent encore plus vite quand Apple installe un Apple Store. Ils investissent pas des millions en décoration et en objets à droite à gauche, en tables connectées et autres, juste pour faire joli. C'est vraiment ça draine du monde et on voit des belles files d'attente se former à l'ouverture de tous les magasins. C'est assez intéressant.
Ah, oui, vas-y. Mais pas que à l'ouverture, hein, les files d'attente. Hein. Non, pas que à l'ouverture, non. Oui, parce qu'à tout moment, hein, si on va avoir droit à un service. Pour la vente, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que le service après-vente, là, faut patienter quand même et prendre un bon rendez-vous, quoi. J'espère que ça, ils arriveront aussi à l'améliorer nettement dans les différents magasins. Pour l'instant, si tu veux, le Genius Bar, donc ce qui est le service en fait personnalisé après-vente instantané dans les Apple Store physiques, aux États-Unis, ils ont décidé d'arrêter de le faire sans rendez-vous parce que ça devenait un petit peu la galère pour les gens. Ils attendaient des heures et des heures sans savoir s'ils allaient pouvoir avoir quelqu'un. Mais en Europe, ça continue. C'est-à-dire que vous pouvez vous présenter dans un Apple Store et demander à voir quelqu'un du Genius Bar, donc le bar du génie, hein, et ça porte bien son nom. Moi j'ai eu affaire à eux 2-3 fois sur des différents produits. On tombe toujours sur quelqu'un qui d'une est très compétent sur les produits Apple et qui de deux ne vous dit jamais je comprends pas. C'est-à-dire que s'il comprend pas, il va appeler quelqu'un d'autre, il va trouver une solution, quitte à carrément appeler aux États-Unis à demander j'ai eu le cas pour mon iPhone 5 un jour où le chargeur plantait. La charge plantée, ça titillait, c'était un peu bizarre. Et ben ils n'ont pas trouvé du premier coup, ils ont appelé et ils ont donné le numéro de série et là-bas on leur a dit bah oui effectivement il y a certains modèles où on a eu des petits couacs et du coup bah vous reprenez le téléphone, vous en donnez un autre au grand-père et il repart avec. Et c'est ce qui s'est passé en 20 minutes, hors temps d'attente évidemment, mais en 20 minutes j'étais reparti avec un nouveau téléphone. Donc les Genius Bar sont pour le coup vachement utiles, et si vous avez la chance d'avoir un Apple Store près de chez vous, n'hésitez pas à en faire usage. Ouais, en tout cas il y a beaucoup de constructeurs qui devraient s'en inspirer. Ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr. Tu nous parlais de Samsung l'autre jour. Je pense que le jour où ils font des magasins physiques, ils risquent d'avoir des surprises. Ouais, ben alors si c'est pareil que leur SAV. C'est pour ça que je dis ça. Oh là là. Au secours. Bon. Donc concernant justement les Apple Store physiques, je vous mets un lien aussi. Allez voir une petite vidéo qui était censée à la base être une vidéo interne à Apple, qui a fuité sur la toile, je pense volontairement, sur le montage de A à Z d'un local pour en arriver à un Apple Store le jour de l'ouverture. Et vous verrez à quel point alors les employés, oui, c'est des grands comédiens, ils apprennent un rôle auprès des clients, etc. Mais ça se déroule vraiment comme ça. Le jour où j'ai acheté mon iPhone 5 dans un Apple Store, le jour de la sortie, hein, et ben c'est vraiment comme ça. C'est vraiment les employés qui courent vers les clients, qui font une farandole. Enfin, c'est tout un petit monde. Tout le monde y est beau, tout le monde y est gentil. Voilà, c'est très sympa. C'est amazing. C'est amazing, yeah. C'est clair. Bon, allez, on arrête parce qu'on est déjà à 20 minutes de blablatage sur des bêtises. Allez, on passe au cœur du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette keynote d'intéressant ? Donc, je vais vous reciter rapidement les rumeurs qui étaient parues sur la toile à divers endroits. Comme on le sait maintenant depuis 3 ou 4 keynotes, on a visiblement des taupes au sein d'Apple qui font fuiter beaucoup de choses, donc beaucoup de choses qui sont avérées exactes à la sortie, et aussi quelques petits trolls qui permettent d'entretenir le mythe Apple. Donc dans les rumeurs, on avait la sortie d'iOS Today, c'est-à-dire ou Tomorrow, c'est-à-dire le jour de la keynote ou le lendemain. Est-ce que c'est vrai ou pas? On va y répondre. Et après, pêle-mêle, les sorties de l'iPhone 5S, d'un éventuel iPhone 5C, d'un iPad 5, d'un iPad mini 2, du NFC sur les produits, oui ou non, du rechargement sans fil, oui ou non, et du fameux One More Thing à la fin de la conférence. Donc parlons de ce qui s'est passé à la conférence. Premier sujet abordé, iOS 7. Donc on le savait déjà depuis la dernière keynote du mois de juin. iOS 7, une révolution au niveau de l'interface, une grosse révolution graphique, une évolution en termes de manipulation. Craig Federighi monte sur scène, il nous présente ce qu'on avait déjà vu, plus ou moins à la première keynote, c'est-à-dire un effet de parallaxe au niveau du fond de l'écran, le swipe vers le haut qui nous permet d'activer de façon hyper simple enfin
la 3G, le Wi-Fi, le mode avion, la lampe de poche, enfin bon voilà, ce qui a fait la fortune de certains développeurs à créer un bouton lampe de poche, et ben ceux-là, ils vendront plus leur appli. Donc enfin, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous, et moi le premier il y a quelques années, qui ont jailbreaké leur mobile juste pour avoir cette fameuse fonction d'activer facilement la 3G ou le Wi-Fi ou le Bluetooth même, voilà, on économise un peu de batterie, de temps en temps on active le Bluetooth et voilà. Et le centre de notification, donc ça c'est le swipe vers le bas, au même endroit que la dernière fois, sauf que revu et corrigé, beaucoup plus ergonomique, avec une timeline mieux définie, et puis toutes les actions qui vont pouvoir être stockées dans une timeline et qu'on va pouvoir supprimer un petit peu plus facilement. Donc au niveau du graphisme, qu'est-ce que vous en pensez, hologramme? Est-ce que tu as une remarque là-dessus? Une remarque, oui, parce que pour moi, c'est pas tant une révolution, c'est plutôt une mise à niveau par rapport à la concurrence. Donc, on retrouve vraiment ce design qu'on retrouve chez Android, chez Microsoft, ce design un peu plus épuré, moins vieillot, quoi. Personnellement, quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, iOS est passé en Jelly Bean, quoi. C'est la notification, le fait de pouvoir activer la 3G, le Wi-Fi ou la lampe de poche, c'est des choses qu'on connaît depuis désormais, ouais, au moins 1 an ou 2, quoi. Oui, mais alors par contre, n'oubliez pas, je parlais de jailbreak il y a quelques instants, n'oubliez pas tous les deux, fans inconditionnels de tout ce que vous voulez sauf d'Apple, que c'est ni Windows Phone ni Android qui a créé les boutons d'activation. C'est le jailbreak sur iOS. Et après ça a été repris. Évidemment, Apple a des gros torts à ce niveau-là, c'est qu'ils ont tendance à mettre des années à implémenter ce que veulent les utilisateurs. Ils écoutent les utilisateurs, mais souvent avec beaucoup de retard. Mais alors je suis d'accord que ça peut ressembler de près ou de loin à de l'Android, à du Jelly Bean évidemment, à la dernière version. Ils se sont mis à niveau, je suis d'accord là-dessus, mais c'est pas je veux pas entendre, et on le voit trop dans les forums, que c'est une copie d'Android. Non, c'est une copie de ce qui se fait de mieux. Comme Android l'a fait à l'époque d'ailleurs avec Jelly Bean, hein, ils ont pris une copie de ce qui se faisait de mieux dans iOS avec le jailbreak, dans Windows aussi, parce qu'ils sont aussi inspirés de Windows, et Windows c'est aussi inspiré des autres, hein. Ils sont 3 ou 4 sur le marché, il n'y a pas de secret, hein. que chacun se copie, ça c'est tout à fait normal, et même de voir que c'est le jailbreak, même sur Android, hein, c'est toutes les ROM alternatives qui offrent aussi des opportunités d'amélioration à Google qui les saisit pour les mettre pour les meilleurs pour les mettre dans ces mises à jour. Bien sûr. Ça c'est toujours fait, quoi. Mais c'est vrai que le simple fait des activations de lampe de poche, c'est le délai que je trouve assez étonnant de la part de Apple qui veulent se rester et qui se placent au top du matériel sur les smartphones haut de gamme, et pour autant ils ont vraiment certains retards qui sont tout de même assez étonnants, quoi, parce que on peut essayer de sécuriser ces téléphones, chose que veut faire Apple, mais de là à bloquer des fonctions comme l'activation manuelle 3G Wi-Fi directement dans un centre de notification ou d'une barre des tâches, c'est quand même quelque chose d'assez simple. C'est ça qui est vraiment étonnant, le temps de décalage qu'ils ont parfois et à se mettre en route. Mais en fait, si tu veux, je pense qu'il y a une partie sécurisation pour beaucoup de choses chez Apple, mais je pense que là, cette fois-ci, pour le coup des boutons et autres, c'est pas tant la sécurisation qui les a freinés, c'est surtout ce qu'ils ont comme leitmotiv depuis le début, depuis l'iPhone 1, c'est de dire on veut un téléphone le plus simple possible, le plus épuré possible, avec pas le moins de fonctions, mais avec le moins de fonctions parasitantes. Et on en parlait l'autre fois en aparté avec Steph Core. Android est déroutant par son nombre de fonctions accessibles tout de suite. Un swipe vers le bas, vers la gauche, vers la droite, en bas de l'écran. C'est ça qui est intéressant, justement. Oui, alors c'est intéressant, mais par contre, on peut faire l'essai quand vous voulez avec le dernier Android et le dernier iPhone. Vous le mettez dans les mains de quelqu'un qui n'a jamais eu de smartphone ou de tablette, et il y en a encore beaucoup, hein. Il y a encore plus de la moitié de la population qui ne connaît pas ce genre de matériel. Vous leur mettez dans les mains, vous leur dites passe un appel maintenant tout de suite.
En 3 secondes, ils auront trouvé et appelé quelqu'un avec un iPhone. Il leur faudra bien 10 secondes pour swiper vers le haut, trouver le bouton de téléphone sur Android, s'il est sur la page d'accueil ou sur un widget. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de fonctions, je suis d'accord avec vous, qui sont accessibles facilement sans avoir à ouvrir d'appli. Mais par contre, ça complique l'expérience utilisateur. Ouais. Ça demande un petit apprentissage, même si c'est pas une catastrophe. Hein. On est bien d'accord que c'est pas compliqué. Non, mais de toute façon, chaque OS a ses spécificités, ça c'est sûr. Hein. Bien sûr. Même moi-même, après, moi-même, ils ont voulu tabler sur la simplicité. Ouais, mais écoute, même moi-même qui vient plutôt du monde d'Android, quand je vais sur iOS, je suis un peu perdu. Même si tu dis que c'est simple, je suis un peu perdu parce que j'ai tellement l'habitude d'Android. Après, le fait d'être... Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Le fait d'être habitué à un système, de toute façon, va perturber l'expérience que tu auras sur un autre. Si tu connais bien les deux, maintenant, mets-toi sur un Windows Phone, je te promets que tu vas être perturbé. Moi, j'en ai fait l'écho la dernière fois sur le Lumia. J'ai adoré l'expérience que ça m'a procuré au départ parce que c'est quelque chose de vraiment nouveau pour moi. Mais je suis très très vite revenu à un iPhone parce que l'expérience était pour le coup trop perturbante et m'a vraiment dérouté. J'ai eu du mal à m'y habituer. J'ai passé pourtant 3 ou 4 mois avec un Windows Phone et j'ai eu du mal à m'y faire, quoi, réellement. Mais je rejoins Hologramme sur le fait que chacun a ses spécificités. J'espère que chacun les conservera parce que si on avait une homogénéité des OS, on serait les premiers à aller en disant il n'y a aucune innovation, rien n'avance. Et moi c'est ça qui me plaît même dans le monde des smartphones et c'est même pour cela que même moi personnellement je suis content que Apple ou iOS soit là et existe, c'est que chacun peut trouver chaussure à son pied dans les smartphones et tant mieux quoi parce que comme je disais les innovations ou les freins de l'un ou de l'autre vont entraîner comment dire un chemin pour les autres OS et ça reste plaisant, on peut s'amuser comment dire à troller sur l'un ou l'autre, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a trouvé un OS qui nous convient, comme pour Hologramme ou moi sous Android et pour toi sous iOS, c'est le bonheur quoi. Ah mais je suis tout à fait d'accord et comme je l'ai dit, donc pour l'instant on n'a pas beaucoup de commentaires sur le site, mais le jour où on en aura, j'accepte absolument toutes les critiques sur iOS parce qu'évidemment ils sont critiquables de par leur façon de faire régulièrement, mais par contre je supporte pas et je suis le premier à aller casser les pieds, voire casser les couilles à ceux qui dans les forums vont dire iOS c'est de la merde. Ben les mecs restez chez vous n'êtes pas constructifs. Non exactement. Voilà. Faut être constructif. Exactement. Moi je dis pas que iOS c'est de la merde. Comment expliquer, je crache pas sur le système. Pour toi, c'est juste que voilà, t'es habitué à un système. Je suis habitué à un système. Il y a quelques trucs qui m'emmerdent, quoi, comme le fait de passer par iTunes pour mettre un simple film dans ma tablette. Ça me gonfle. Ça c'est sûr, on en a longuement parlé l'autre fois, je suis bien d'accord avec toi. Bon allez d'ailleurs, on va arrêter de s'épancher à chaque fois. On continue parce que alors là je vous explique même pas, sinon on avait prévu une petite émission spéciale Keynote qui devait durer, on s'était fixé à peu près 1 heure, à mon avis on n'y sera pas du tout. C'est pas grave, on continue. Donc après la présentation de iOS 7, au niveau simplement graphique, il nous parle un petit peu des fonctionnalités un petit peu plus poussées. On va passer très rapidement là-dessus. Le multitâche qui devient beaucoup plus réel qu'il l'était à l'époque, avec un accès aux miniatures des fenêtres, etc. Donc intéressant. Siri qui va gérer la recherche sur des personnes. Donc on prend l'exemple d'une chanteuse, on demande ce qu'elle fait et son compte Twitter s'affiche avec ses derniers tweets. Mais bon voilà, comme je l'ai marqué dans les notes de l'émission, pour moi Siri en France ça reste quelque chose de lent, de peu accessible et de peu intéressant. On passe maintenant sur quelque chose d'ultra intéressant et que j'ai trouvé super sympa. Très peu de gens en ont fait l'écho. Les nouvelles sonneries, les nouveaux sons de notification. Alors, marrez-vous pas. Je trouve les nouvelles sonneries super belles. C'est vrai que ça méritait d'être renouvelé. Et les nouveaux sons pour les notifications sont sympas aussi. Voilà, on reste pas 2 heures là-dessus. L'appareil photo, il fait des photos qui sont encore plus belles qu'avant parce qu'elles sont mieux travaillées. Et surtout, il arrive à faire des photos carrées. Alors ça, c'est une révolution. Non, je plaisante, ça fait juste des années qu'on le voit un peu partout. Bon, ils font aussi des photos carrées, c'est sympa, ça fait des petits effets. C'est cool. Les collections de photos, ça par contre, c'est quelque chose qui est pour le coup beaucoup plus intéressant. De pouvoir avoir sur une seule page toutes les photos de l'année, toutes les photos d'un lieu, etc. et de pouvoir zoomer, dézoomer, d'avoir des centaines voire des milliers de photos sur une seule page. On clique dessus, elles s'affichent
Et on a beau imaginer que c'est déroutant quand on voit la vidéo, et ça a l'air très bien fonctionner. Pour les photos aussi, le partage simplifié via AirDrop. Donc là, je vais couper court à ce que vont me dire mes deux compères. Je vais même pas les écouter. Oui, je sais, le partage de photos via AirDrop, c'est quelque chose qui existe chez tout le monde depuis des années. Qui marche très bien chez tous les autres. iOS s'y met enfin, tant mieux. Donc voilà, l'app de musique, elle a été revue et corrigée au nouveau goût, aux nouvelles couleurs. Elle est super sympa. Et l'iTunes Radio, Cocorico, première page, qu'est-ce qui présente? Daft Punk. Donc n'en déplaise aux Américains, Daft Punk, ça reste français. iTunes Radio qui permet de créer ses radios perso, qui permet de découvrir de la musique. Moi je l'utilise un petit peu déjà, et c'est vrai que c'est vachement sympa pour découvrir du son et des choses qu'on connaît pas. On met un artiste qu'on connaît, qu'on aime bien, et puis on se retrouve quelques temps après avec d'autres, en fonction de ce qu'on écoute le plus souvent. Ça nous calcule des trucs qui peuvent être sympas à écouter, et souvent on découvre des choses sympas. Ensuite, donc on va pas citer tous les trucs. Ils nous ont fait une liste non exhaustive, on va faire pareil. Ils ont cité 200 nouvelles fonctionnalités attendues sur iOS 7. Donc ça va être sûrement 150 corrections de bugs et 50 nouvelles fonctionnalités, faut pas rêver. La petite citation du jour, c'était une fois traduit par mes soins: télécharger iOS 7, c'est comme avoir un nouvel appareil bien plus facile d'utilisation et élégant qu'avant. Et donc moi qui ne l'ai pas encore, il va sortir gratuitement évidemment en mise à jour mercredi prochain, donc le 18 septembre. Si vous ne l'avez pas, donc si vous écoutez le podcast après le 18 septembre, que vous ne l'avez pas téléchargé, je vous ferai sûrement un mini épisode sur YouTube pour vous présenter iOS 7, pour vous dire éventuellement ce que vous pouvez en attendre et si vous devez faire la mise à jour ou pas. Enfin, après vous choisirez. D'après ce qu'on a entendu au niveau des bêtas, attention, il est proposé pour les iPhone 4 et supérieurs, donc 4, 4S et 5. Attention, iPhone 4 pour l'instant buggé. Franchement buggé, voire très lent, voire ralentissement dès qu'on fait quelque chose, voilà. iPad 2 et supérieur, pareil. Pour l'iPad, si vous avez un 2, attendez peut-être un peu que les erreurs soient corrigées. On verra avec la sortie définitive. iPad mini, évidemment, il est éligible. Et iPod Touch 5G, évidemment, mais pas ceux d'avant. Voilà. Écoutez, sur la partie iOS 7, qu'est-ce que sur le reste, sur les photos, la radio, la musique, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez, même si je sais que vous la sur pas parce que vous n'y avez pas accès sur vos Android. Ah si, j'ai accès. T'as accès à quoi? Tu vas pas pouvoir mettre ton Android à jour avec iOS 7? Tu te rappelles l'iPad de ma maman? Ah mais oui, c'est vrai. Tu l'as toujours pas rendu? Écoute, à force de le garder, elle m'a dit écoute, t'as qu'à le garder, je vais te l'offrir pour ton anniversaire. Alors voilà. C'est génial, t'aurais dû dire non, je préfère un iPad mini. Écoute, je veux pas cracher dessus, hein. Ah non, t'as bien raison. C'est quelle génération? 4. Ah ouais, donc en plus tu vas pouvoir l'avoir et bien quoi, avec les bonnes... cool. Ouais, non, écoute, je suis bien content. Parce que comme je le dis, je reste ouvert et puis je suis bien content de pouvoir tester iOS plus profondément. Et puis vraiment me faire beaucoup plus une idée. Parce que là, j'ai vraiment peu testé à gauche, à droite, comme ci, comme ça. Là, je pourrais vraiment dire... de savoir de quoi je parle, voilà. Ouais, écoutez, moi ce que je vais essayer de vous faire, alors je vous promets rien parce que c'est quand même un petit peu long à faire, mais je vais essayer en tout cas, c'est de vous faire une vidéo comparative au niveau, alors moi sur un iPhone 5, ce sera, sur les temps de chargement des applications Apple, sur le vidage de la batterie, sur toutes ces petites choses-là qui ont été annoncées comme des améliorations impressionnantes. Je vais essayer de vous faire des montages, un montage vidéo avec l'avant-après iOS 7. Je pense que ça peut être intéressant et vous verrez qu'il y a, c'est plus que des différences, c'est fondamentalement revu. Papy, toi qui connais bien là, j'ai une question par rapport à la batterie.
Dis-moi. J'ai été bluffé, mais alors complètement bluffé par cet iPad. Je l'ai laissé en veille, avec le Wi-Fi allumé, GPS allumé et tout. Je te dis 3 semaines. Avec, Ouais, il a pas bougé. il est descendu à 75%. Ouais. Impressionnant. Hein. Oui, non, mais l'iPad est un objet lourd parce qu'il contient une batterie qui est énorme. Et pour avoir testé d'autres tablettes, alors il y en a d'autres qui font maintenant aussi bien, hein, quasiment, mais c'est vrai qu'il a une autonomie, même en jeu, même en film, même en tout ce que vous voulez, il a une autonomie de fou. Mais C'est pour un appareil comme ça de cette qualité, moi il m'a bluffé plus d'une fois. est-ce Ouais. qu'il y a un système qui coupe tout ça quand il se met en veille ou bien? Ah, mais quand il est en veille, il n'y a rien qui tourne, il y a juste des pushes qui viennent du serveur qui vont concerner les mails et choses comme ça si tu as des applis que tu as paramétrées pour. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas, il n'y avait pas d'appli qui avait, si tu veux, les seules applis qui avaient le droit de tourner en tâche de fond, c'était les applis dédiées Apple, donc créées par Apple. Donc l'horloge, la calculette, le iTunes, la musique, les choses comme ça. Et les développeurs autres n'avaient pas le droit d'avoir une appli qui tournait en tâche de fond, sauf appli musicale, si je ne m'abuse. Ou alors pour quelques secondes après la fermeture de l'appli, type Downcast par exemple, le téléchargeur de podcast, qui d'ailleurs je vous le conseille si vous ne l'avez pas, qui lui peut, enfin ils ont le droit à 30 secondes ou quelque chose comme ça de temps processeur en plus, et par contre après ils sont coupés. Donc à partir du moment où tu mets ton iPad en veille ou ton iPhone en veille, et ben il se coupe assez rapidement, et il va utiliser très 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 peu de batterie. Hein. Ouais, parce que si je laisse l'Asus comme ça, elle me tient 4-5 jours avec les mêmes configs. Hein. Ouais, mais ils ont un système. Alors c'est vrai, voilà, c'est toujours ce qu'on dit sur Apple. Il y a du pour et du contre. Le contre, c'est qu'ils ferment beaucoup de choses aux développeurs et que les développeurs ont un peu du mal à se faire entendre. Et là, c'est quand même, ça fait quand même quelques générations de téléphones où les développeurs peuvent pas faire tourner en tâche de fond leur appli. Ce qui est embêtant pour des applis de mail, par exemple. On peut vous dire, vous avez 4 mails nouveaux sur Gmail, et quand vous arrivez sur l'appli Gmail, elles y sont pas. Les mails n'y sont pas parce qu'il faut aller les télécharger, parce qu'il a le droit de vous envoyer une notif du serveur. Mais par contre, il ne peut pas les télécharger en tâche de fond. Donc ça, c'est le contre, quelque part. Mais le pour, c'est que Apple gère son écosystème, gère la façon de gérer la mémoire de son appareil de A à Z. Et du coup, ça permet de proposer une tablette ou un téléphone qui plante, on va dire, quasi jamais. Sauf cas très très rares. Et surtout qui a une autonomie souvent supérieure aux autres, parce qu'il gère tout de A à Z, quoi. Ouais. Donc voilà. Alors par contre, je crois que sur l'Asus, tu peux peut-être paramétrer pour qu'il coupe le Wi-Fi et le GPS, mais je suis pas sûr. Voilà, mais après ça reste des paramétrages ponctuels. Tu peux lui dire coupe ça quand quand je l'éteins, voilà. Mais là c'est vraiment natif à l'iPad. Hein. Alors Steve, vas-y. Non, je disais sur l'Android, ouais, tu as des paramétrages, des modes d'économie d'énergie qui te permettent de tenir un peu plus longtemps, surtout en veille. Mais c'est vrai que pour l'iPad, la durée de fonctionnement et la durée de mise en veille est quand même assez impressionnante. Ça là-dessus, je ne dirais pas. Pas pareil pour le téléphone, mais pour l'iPad, c'est vraiment assez impressionnant, quoi. Ouais, là j'ai trouvé. Ouais, ça commence à arriver sur Android. Ouais, déconnexion du réseau lors de la mise en veille. Ouais, là tu peux choisir. Oui, non, excusez-moi, j'avais oublié de rebrancher mon micro. Alors, forcément, on essaye de faire le moins de bruit possible. D'ailleurs, n'oubliez pas de couper les vôtres. On essaye de faire le moins de bruit possible, du coup, on oublie de les rallumer. Donc, si vous avez rien d'autre, on reparlera de la mise en veille Android une autre fois, parce qu'effectivement, c'est un truc, ça, que ce soit, mais même sur les ordinateurs portables, là, je vois l'Asus dont je vous avais parlé la dernière fois. J'ai eu des petites surprises, je l'ai laissé en veille pendant 3 jours ou 3-4 jours où j'étais en vacances, je l'ai mis en veille, ce qu'ils appellent une veille prolongée soi-disant, et en fait il s'est quasi vidé. Donc la suite de cette conférence, donc toujours sur iOS 7, ils ont ensuite parlé, donc pour le dernier point, de la suite iWork, donc qui est la fameuse suite avec les différents petits logiciels qui sont pas donnés d'ailleurs sur iPad et iPhone, qui sont Keynote, donc je cite The most powerful presentation application, Pages, the most beautiful, Numbers, the best ever designed for mobile,
iPhoto, il est powerful. iMovie, il est beautiful. Donc voilà, des légères refontes au niveau de ces applications. Évidemment, Keynote reste pour l'instant et à mon goût le seul et l'unique à pouvoir faire des présentations où on se fait pas chier devant au bout de 3 secondes. N'en déplaise à certains, PowerPoint ne fait pas de belles présentations, ou alors il faut être graphiste. Alors qu'avec Keynote, le commun des mortels est capable de faire une belle présentation. J'ai pas dit intéressante, j'ai dit belle. Donc la conclusion sur iWork, c'est aucune plateforme n'a à ce jour ce genre d'application. Et elles deviennent gratuites, toutes. Elles deviennent gratuites à partir du jour où vous avez installé iOS 7. Alors après, il y a des petites limitations sur certains vieux appareils. Il me semble que l'iPhone 4 ne doit pas pouvoir, par exemple, prendre iMovie, et encore, je ne suis pas sûr. C'est à voir. Donc, est-ce que vous avez utilisé déjà... Est-ce que vous avez déjà utilisé le système, je sais pas, Keynote ou iMovie ou iPhoto, l'un ou l'autre? Bah, personnellement, ouais, j'ai testé Keynote, oui. Ça, là-dessus, j'aurais la même appréciation que toi. C'est vraiment l'un des logiciels qui a été le plus impressionnant que j'ai eu à utiliser sur iOS. Mais par contre, comment dire, le restant, que ce soit Pages, Number, iPhoto ou iMovie, je vois sur Samsung, sur le S3 que j'ai, il y avait pas mal d'applications qui étaient directement installées dessus, qui ont été largement suffisantes pour combler, voire même parfois sur certaines un petit peu dépasser ce type d'application qui est offerte. Après, c'est un bon geste de la part d'Apple de les offrir, qu'elles soient offertes. C'est pas vraiment le genre de la maison la plupart du temps, mais je pense qu'il y aura quand même quelques petits rajouts à faire en supplément pour bénéficier en entier des applications. Mais c'est vraiment pas mal. Écoute, ce qu'ils en ont dit, c'est que ça devenait free. Alors, sûrement que pour, par exemple, Keynote, il y a des thèmes, et je pense qu'ils auront certains thèmes en achat in-app avec 79 centimes pour acheter un thème ou autre. C'est bien possible, mais en attendant... alors, Numbers, j'en parlerai pas, ça reste un tableur qui, pour moi, est en dessous même pour une utilisation régulière, on va dire bureautique de base, il reste en dessous pour pas les citer, Excel et de OpenOffice. C'est clair. Pages, on rentre dans un monde qui est un peu différent. Il fait de la mise en page automatique, on inclut une image, il va la détourer, il fait des choses vachement sympa, même par rapport aux dernières versions de toujours Word ou OpenOffice. Et pour le coup, en plus, il va maintenant être utilisable, comme on l'a vu à la dernière keynote, directement sur le web via le nouveau iCloud. Donc sympa. iPhoto, pour classer ses photos, franchement, sur des périphes iOS, pour l'instant, il n'y a pas mieux. Et il marche très bien. iMovie, il fait des films, alors ça reste de l'amateur évidemment, c'est pas du montage professionnel, mais il fait des films qui sont, faites-vous un générique d'une émission avec iMovie, vous rentrez tout, vous mettez des photos, vous rentrez vos textes, il génère tout seul le truc, c'est juste magnifique, en 3 minutes ça vous fait une bande-annonce ou un générique, c'est super bien fait. Et le dernier, Keynote pour moi gratuitement, alors je sais pas s'il sera gratuit sur OS X, ils en ont pas parlé, à mon avis ce sera pas le cas, mais gratuit sur iPad. Alors sur iPhone ça va être compliqué de s'en servir, mais sur iPad c'est un truc de fou. Sur iPad, testez-le, teste-le hologramme, et Steph, trouve-toi un iPad pour tester. Mais c'est vraiment un truc de fou, quoi. Et qu'on lire Keynote, pour moi c'est malin, c'est la première dose du dealer, quoi. Parce que si on le teste sur l'iPad, forcément pour ceux qui derrière posséderont un MacBook ou un MacBook Pro, auront l'envie de l'utiliser au quotidien. Ça là-dessus, je trouve ça très malin niveau marketing, c'est bien joué, quoi, commercial. Tu parles de première dose, je vais même aller beaucoup plus loin, et certains vont dire que je suis un fanboy, mais non, oui, c'est vrai, mais prenez quelqu'un qui fait beaucoup de présentations, alors quelqu'un en entreprise qui a besoin de faire des présentations de chiffres, de n'importe quoi, d'un truc un peu chiant, où tout le monde s'en fout. Il a un iPad à la maison, un jour il va dire tiens, ma prochaine présentation je vais la faire avec mon iPad juste pour voir. Puis après il va l'exporter en film, en n'importe quoi, en PDF, ce qu'il veut, même en statique, ça marche très bien.
Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va le faire, et puis la fois suivante où il va falloir qu'il s'achète un PC, il va réfléchir, parce qu'il va dire, ouais, sur PC, je fais comment pour avoir Keynote, je peux pas. Je vais peut-être acheter un Mac. Sur le web, maintenant. Ouais, mais alors, d'une, on n'est pas sûr que toutes les fonctionnalités soient dispo sur le web, ce serait étonnant. Et de deux, ça reste une utilisation qui a l'air moins facile que sur OS X directement sur un iMac ou sur un MacBook Pro. Donc je pense que ça peut. Alors je dis pas qu'ils vont vendre des centaines d'iMac grâce à Keynote, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens en entreprise qui font beaucoup de présentations, qui sont venus à Keynote quand ils en ont eu marre des 3 pauvres thèmes et de la lenteur de PowerPoint pour faire un slide. Hein. Par contre, tu regardes PowerPoint, tu as essayé de le lire sur Android? Tu parles pour moi, oui. Non, PowerPoint, j'ai jamais eu à ouvrir sur Android. Tu peux chercher un moment avant de trouver une application qui le fait. Hein. Je me demande si sur le Samsung S3, Samsung Livre Polaris, c'est vrai que j'ai jamais été embêté sur n'importe quel format, mais je t'avoue que PowerPoint, j'ai jamais essayé. Mais je ferai le test. Alors écoute, moi j'ai testé parce que j'ai bientôt des examens, j'avais besoin d'un PowerPoint. Et puis j'ai galéré avant de trouver une. Moi j'ai trouvé une appli payante qui s'appelle Sketchbook, sauf erreur. Je te la retrouve. Présentation. Ouais, exactement. Présentation mobile Sketchbook, sauf erreur que ça s'appelle. Ouais. Alors celle-ci le lit. SoftMaker présentation, voilà. Alors ça c'est la seule qui lit les PowerPoint. Ok, charge à vous deux de nous confirmer ça dans les notes de l'émission où on en parle la semaine prochaine, peut-être on se mettra une rapide news là-dessus. Si vous avez eu le problème, je pense que d'autres l'ont eu. Je vais laisser mes amis androidiens vous trouver une façon de lire vos PowerPoint sur Android. Je parle vraiment de les lire, hein, parce que les éditer, changer des trucs, ça, toutes les font. Mais par contre, de vraiment lire le PowerPoint... Ouais, de l'afficher en tant que slide et autres. Voilà, tu galères. Hein. Ok. Bon, iOS 7, on s'arrête là. J'ai une petite question par rapport à iWork, là. Le partage de documents, il n'y a pas, hein. Ils l'ont pas évoqué. Mais de toute façon, le partage de documents se fera comme d'habitude via iCloud ou éventuellement, alors je pense qu'ils vont l'intégrer via un envoi mail ou autre. Voilà, donc ce sera du classique Apple. Il y aura pas une révolution à ce niveau-là, sinon ils en auraient parlé. On verra. C'est un peu dommage de ce côté-là, ouais. Ça suffit. À partir du moment où tu peux envoyer par mail ou alors tu peux te l'envoyer à toi-même via iCloud. Éventuellement, s'ils pouvaient intégrer par exemple Dropbox, moi ça m'intéresserait. Mais c'est pas grave, j'ai d'autres logiciels pour le faire. Et puis c'est pas non plus sur un iPad ou sur un iPhone. C'est bien d'avoir ces logiciels-là, mais c'est pas non plus sur iPad ou sur iPhone qu'on va créer du contenu. Ça reste des périphériques de consultation. N'en déplaise à certains qui arrivent à créer du contenu, c'est pas le meilleur périph' pour créer du contenu. On en fait un petit peu, on se l'envoie sur sa machine fixe et puis on bosse sur sa machine fixe quand même. Donc, ensuite, Tim Cook il revient sur scène et qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit voilà, l'iPhone 5 et jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on faisait chez Apple quand on annonçait un nouveau téléphone? On baissait le prix de celui d'avant et du coup l'iPhone 5 l'iPhone 5 disparaît purement et simplement des stocks. Ils vont les écouler je sais pas comment et à partir d'aujourd'hui, à partir du premier jour de commande, l'iPhone 5 disparaît et l'iPhone 4S par contre restera en vente. C'est ça qui est assez étonnant. Pourquoi? Parce que l'iPhone 5, la précédente génération d'iPhone servait à faire un téléphone un petit peu moins cher pour les gens qui voulaient pas forcément avoir les dernières nouveautés mais qui voulaient avoir un téléphone Apple quand même. Du coup, ils vont pas sortir un téléphone, mais ils vont en sortir 2. Donc comme la rumeur le prétendait, on va se retrouver avec 2 téléphones. Donc t'avais un truc, Steph, à dire? Oui, non, je trouvais ça vraiment que, tu disais que les gens justement rachetaient d'une année sur l'autre l'ancien modèle baissé de prix et ça permettait aux gens
d'avoir le nouveau modèle, le design de l'ancien modèle. Et je trouve là très bizarre que je connais des gens qui attendaient justement la baisse de prix de l'iPhone 5 pour avoir le design de l'iPhone 5, et là ils vont se sont retrouvés le bec dans l'eau à avoir un téléphone plus fun, coloré et tout, mais pas le design de l'iPhone 5 qui restera premium. Il a sorti la news avant même que je la sorte. Ah, oui, plus fun. Ah non, mais t'as raison. Alors oui, l'iPhone 5, il est toujours en avance sur tout le monde, ce Steph, c'est un truc de fou. Il va plus vite que la musique. L'iPhone 5 disparaît, je suis complètement d'accord avec toi, ça va en dérouter plus d'un. Moi le premier qui aurait peut-être voulu en offrir un à la grand-mère parce qu'elle galère un peu avec son Windows Phone. Non, l'iPhone 5 disparaît, remplacé par un iPhone 5C qui va être physiquement la même chose que l'iPhone 5, à la petite différence près que c'est plus de l'alu, c'est du plastique. Oui. Donc comme ils disent, le meilleur plastique possible. Oui. Petite différence, non, elle est quand même énorme la différence. Non, elle est énorme. Non, c'était ironique. Ouais, non, on va dire que c'est un iPhone 5. Toi qui fais de l'ironie sur Apple? Non. Non, jamais. Jamais. Ah, t'as pas dû lire le document alors, parce que j'en fais tout le long de l'ironie. Tu te laisses aller là. Donc oui, quasiment identique au 5, redesigné et effectivement plus fun, beaucoup plus coloré. Phil Schiller, comme à son habitude, il nous fait des petites boutades à droite à gauche, et donc plus fun, plus coloré, et il nous parle des leaks, des petites fuites qu'il y a eu sur le web, en nous disant oui, vous avez pu voir des téléphones un peu colorés, etc. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est ça. Et il lance une vidéo de présentation où on voit pas grand chose finalement au tout début, qui nous présente un téléphone, un rose, un vert, un jaune, un bleu, et finalement on voit un blanc aussi. Et effectivement c'est beau, les couleurs sont sympas. Le bleu fait un peu penser au Nokia Lumia, au bleu du Nokia Lumia, à voir après en réel, je sais pas ce que ça donnera. Donc voilà. Il nous parle de la coque créée avec, de l'extérieur créée avec un plastique verni, donc qui offre une super prise en main, qui est très beau, qui est très utile, tout ça. Il sera évidemment installé, fourni, livré directement avec iOS 7. Ils ont même créé une nouvelle coque avec plein de trous derrière, bizarrement, très fun, qui va coûter 20 ou 30 $, je sais plus. Et les trous derrière font quelque chose qui en France va nous faire rire, parce que à la place d'avoir le mot iPhone, le H va être à moitié coupé, on va retrouver NON, donc non à la place de iPhone. Ouais, comme si le téléphone il disait non, je veux pas de ça. Voilà, c'est le téléphone qui dit non à cette coque toute bizarre et toute moche. Donc il nous parle d'un dos renforcé, d'une meilleure antenne, d'un nouveau processeur d'un processeur mis à jour la 6, À propos de l'antenne, j'ai discuté encore dernièrement là, avec quelqu'un qui se plaignait justement de ça, que ça coupait tout le temps sur l'iPhone 5. Tu crois pas qu'avec cette coque ça va être encore pire? Alors cette coque je sais pas, et honnêtement les gens qui se plaignent de l'iPhone 5, je comprends pas. Moi je connais beaucoup de gens qui en ont. J'en ai un depuis le jour de sa sortie, je m'en sers, vous commencez à me connaître, je m'en sers absolument toute la journée de mon iPhone, je téléphone sans arrêt, et j'ai dû avoir 2-3 coupures avec des gens qui habitaient dans la campagne, donc pas de mon fait en tout cas. J'ai rarement eu de coupure. Après ça dépend où on habite, ça dépend de la zone, ça dépend de l'opérateur. Je suis plus chez Free déjà, donc je pense que ça limite les coupures. Non, Orange, il était Orange. Il était Orange ? Ouais. Il a peut-être un problème sur son iPhone alors. Qu'il le fasse voir par un Apple Store, parce qu'il a peut-être un souci d'antenne. Parce qu'il y a quand même peu de retours sur les antennes iPhone. En tout cas, très vénère, et pourtant un fanboy accompli depuis la première heure, et puis là, très vénère quoi. Écoute, ça coûte régulièrement, conseille lui rapidement d'aller voir un Apple Store, ou voire même d'appeler Apple, parce qu'il est encore sous garantie, son iPhone 5, il n'est pas encore sorti depuis un an, donc il est encore sous garantie, et franchement ça vaut le coup, il te le remplace ou il te le répare, et donc voilà. On continue rapidement avec l'iPhone 5C, on a bientôt fini, et il y a encore 2-3 petits trucs sympas à dire. Un appareil dorsal 8 mégapixels, une caméra HD à l'avant pour faire du FaceTime HD. La sortie sur cet iPhone 5C avec iOS 7
de FaceTime en audio. Donc oui, FaceTime en audio, ça peut paraître bizarre, mais ça peut éviter d'installer Skype, par exemple. Ce sera un concurrent direct de Skype. Une 4G étendue, donc on suppose en France, mais on n'en est pas encore sûr. Un Bluetooth 4.0, donc pour l'économie d'énergie et la connectivité sur les nouveaux périphériques Bluetooth 4.0, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'ils nous disent après? Ils nous disent qu'il est sans arsenic, sans mercure, sans PVC et sans Android. Voilà, je veux même pas que vous rebranchiez vos micros tous les deux, c'est interdit. Ensuite, une petite vidéo du Apple tout craché. Il est mort machin, plus truc, meilleure expérience, plus harmonieux, plus beautiful, etc. Comme d'habitude. Alors, je suis un fanboy, oui. Par contre, simplement, le mot expérience, le mot harmonieux, le mot beautiful, le mot wonderful, le mot... Faut arrêter. Voilà, faut arrêter. Je sais que ça fait bientôt 1 heure de podcast, on n'arrête pas de vous saouler avec ça. Mais Apple, franchement, la conf, elle a duré 1h15. Et sur 1h15, on en a pris plein les oreilles que de ça. Donc, voilà. Et pas toujours placé au meilleur moment. Et surtout, quand on arrive, on nous passe une super vidéo juste après nous avoir indiqué les prix. Qui seront, alors je vous les traduis en euros parce que $99 pour vous c'est loin d'être le cas. En France ce sera sans abonnement en hors pack pour le 16 Go 599 € et pour le 32 Go 699 €. Là encore on avait parlé au départ d'iPhone low cost, ça n'a jamais été prononcé par Apple et c'est pas du tout ce qu'a voulu faire Apple avec ce téléphone, c'est pas du tout un low cost, c'est simplement un téléphone plus fun et moins haut de gamme que le 5S qui évidemment, on va en parler tout de suite, va sortir, mais Apple n'a jamais dit low cost et évidemment c'est pas du tout dans la politique d'Apple de faire du low cost. Pour moi ça va surtout permettre, et ça, avec la construction de la coque plastique, ça leur permet de maintenir une marge assez importante et c'est tout de même assez, moi j'ai trouvé ça tout de même assez hallucinant de voir ce prix, alors que sur la construction justement avec le retrait de pas mal de parties aluminium et verre, il y avait un gain qui était que je pensais qu'il ferait retomber au consommateur et pas du tout un prix de 16 gigaoctets à 599 €. Ça fait vraiment mal, quoi. Ça fait mal, oui et non, parce que la coque est en plastique, oui. Par contre, quand tu regardes la vidéo, c'est pas qu'un moulage de plastique vulgaire comme on peut retrouver sur beaucoup de téléphones. C'est un plastique moulé qui après est usiné, donc usiné, brossé pour avoir une finition qui sera une finition. Là encore, personne l'a eu en main, sauf évidemment chez eux. Mais je pense qu'on peut lancer les paris tout de suite. Ce sera une finition qu'on n'aura jamais vue sur un téléphone en plastique. Oui, mais bon, ça leur coûte quoi? Si Apple sort un téléphone en plastique, ah bah simplement 5 centimes d'euros, même pas. Ah non, Bah, tu moules une pièce en plastique et que tu la jettes dans une usine de fabrication, là ça te coûte pas cher, hormis les moules et hormis la matière première. Par contre, quand tu as une étape supplémentaire qui est d'usiner tous les trous qu'il va y avoir autour pour mettre le bouton de volume, etc., c'est pas prémoulé, c'est usiné pour que ce soit propre. Et les petits défauts que tu vas retrouver sur tous les téléphones un peu moins chers ou low cost carrément, tous ces petits défauts là, je suis prêt à parier qu'on les retrouvera pas chez Apple. Je me tromperai peut-être, hein, mais je pense qu'on va retrouver des téléphones plastiques comme on en a rarement vu. Bah écoute, moi je défends pas le prix. Hein. Je défends pas le prix. Le prix évidemment est trop cher pour ce genre de produit. Ouais, c'est surtout que même niveau matériel, processeur, RAM ou autre, ils ont déjà des coûts qui vont s'abaisser vu que c'est déjà une ancienne gamme d'hardware. Parce que le processeur ils l'ont revu, donc à mon avis il ressort une nouvelle itération qui va être quoi, on booste de quelques mégahertz. C'est pas. Ah non mais je dis non mais ça va pas coûter beaucoup moins cher. Mais tu sais, quand ils ont sorti le 5, le 4S ils l'ont pas baissé beaucoup non plus. Exactement. Non, voilà, c'est pas leur politique. Et d'ailleurs quand vous regardez à l'heure actuelle sur des magasins d'occasion, quand vous trouvez un téléphone Apple d'occasion une bonne occasion on va dire, propre et sans rayures, etc., un iPhone 4 vous le payez encore 300 € alors qu'il a 4 ans, enfin 3 ans. C'est les seuls à avoir une descente de prix aussi faible. C'est-à-dire que vous achetez un iPhone 5S ou un iPhone 5C demain, vous êtes sûr que là vous l'achetez 600 €, vous êtes sûr que dans un an vous le revendrez 450 ou à la rigueur 400, mais vous n'aurez pas perdu plus de la moitié de la valeur comme certains. Acheter un S4 demain,
vendez-le dans un an, vous verrez, vous aurez perdu quasi la moitié de sa valeur. Non, mais achetez pas un S4. Voilà. C'est pour ça que je suis resté sur S3. Ouais. Bon, on passe à l'iPhone 5S parce qu'évidemment on avait parlé de l'iPhone 5S. Alors l'iPhone 5S, il était évidemment hyper attendu parce que il devait. Alors qu'est-ce qui avait fuité comme rumeur? On va les reprendre rapidement. On dira oui ou non à la fin. Un lecteur d'empreintes. Alors un lecteur d'empreintes digitales sur un téléphone. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'était quand même un petit peu le gros comme truc. Est-ce que ça va être avéré ou pas? On va voir ça. Un nouveau processeur. Bizarre, sachant que l'iPhone 5 avait déjà un nouveau processeur. 128 Go, c'était à espérer quand même. Faut s'y mettre. À l'heure de la HD sur le son et sur l'image, faut vraiment s'y mettre. Plusieurs couleurs. Une couleur blanc, noir, éventuellement doré, on savait pas trop. Une sortie aux alentours du 20 septembre, donc on sait pas trop. Et alors avait fuité aussi un appareil photo arrière avec un double flash, donc à voir s'ils l'ont fait ou pas et pourquoi. On en parle tout de suite. Donc il nous refait son petit laïus sur l'iPhone 5S qui est le plus fin de tous les iPhones jamais produits et sûrement un des téléphones les plus fins au monde. Ce qui à mon avis n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même des téléphones fins, mais c'est vrai qu'on se retrouve avec un téléphone fin et très léger à un certain prix. On en parlera après, très certain d'ailleurs le prix. S'ensuit une vidéo pendant la keynote, comme à son habitude, très zen, superbement montée cette vidéo, vraiment, vraiment très classe. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo qui doit durer quelque chose comme 25 secondes, même pas. À la fin, on voit, si on regarde bien, attention, vous allez avoir la réponse à quasiment tout. Un capteur biométrique sur le bouton Home, les trois couleurs noir, gris et non pas champagne, on n'a pas le droit de le dire, en or. Et voilà, donc oui, le capteur biométrique, ils l'ont fait. Et encore une fois, c'est une première au monde. Alors, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas un téléphone chinois à une époque qu'il avait déjà tenté. HP avait sorti un modèle en 2003 avec une reconnaissance, déjà biométrique. D'accord. Mais intégré comme ça en façade, sur un bouton propre et tout, ou c'était un truc où tu fallait glisser le doigt comme sur les ordi. Tu glissais le doigt. Tu vois, même moi j'ai une clé. Tu glissais le doigt. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, c'est ce que j'avais aussi ça à une époque pour déverrouiller Windows sur l'ordinateur, c'était bien. Voilà, même si c'est pas une première au monde, regardez la photo de ce bouton avec un cristal dessus. C'est voilà. Je l'achèterai pas parce que j'ai un iPhone 5 et que ce serait pas raisonnable, mais presque rien que pour ça, je serais prêt à faire l'investissement tellement que c'est beau. Pour les performances, là ils sont pas en reste non plus. Nouveau processeur A7, 64 bits. C'est le premier 64 bits sur tous les téléphones et ça, il n'y en a pas eu un seul au monde. J'ai dû m'absenter là. Qu'est-ce que tu disais que c'était beau? Le bouton avec le capteur biométrique. Ah ouais, tip top pour l'aîné ça. Voilà. Ouais. Forcément super classe et. Écoute, je crache pas sur la technologie. Je trouve ça génial. Ça a l'air de marcher du tonnerre, mais par contre. On leur donne notre carte bleue, on leur donne nos mails, on leur donne notre nom, notre adresse, notre téléphone, blablabla, puis maintenant nos empreintes. Non, tu te trompes. Oui, c'est ce qu'ils disent, qu'il est stocké. Non. Alors, par contre, quand Apple dit quelque chose, ils le font. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu à se plaindre, sauf via la NSA, mais ça, on n'y peut rien. Quand Apple dit que les empreintes ne sont pas envoyées dans le cloud, on peut être sûr qu'elles ne seront pas envoyées dans le cloud. Maintenant, si la NSA arriver sur votre téléphone, oui, ils auront une série d'empreintes encodées via on ne sait pas trop quoi, mais bon, peu importe. Maintenant, de toute façon, si un flic débarque chez toi et demande tes empreintes, tu lui donneras. De la même façon, si la NSA veut voir tes empreintes sur ton téléphone, ils pourront le voir. Et à la rigueur, c'est comme ça et c'est pas autrement, on n'a pas le choix. On utilise une technologie américaine, il faut se conformer aux lois américaines à ce niveau-là. C'est comme ça. Par contre, le principe du capteur biométrique, je le trouve pas trop bête, quoi. C'est vrai qu'en plus, avec Apple, quand vous faites un achat sur l'iTunes Store, il y a le mot de passe à rentrer. En plus, désormais, les mots de passe sont assez compliqués. Vous avez les chiffres, une lettre majuscule obligatoire et tout. C'est vrai que ça pourrait être
assez utile. Moi, personnellement, si on dit le prenez et le mettez en place, je serais pas contre. Si ça m'évite de rentrer le mot de passe, surtout que moi, ouais, je suis assez blindé sur le mot de passe, il est assez long. Je trouverais ça pas plus mal. Sur le principe, je trouve ça pas bête, mais c'est pas non plus le truc le plus hallucinant au monde. Mais c'est pas mal. En plus, le système a déjà été piraté. Ah oui, mais évidemment, de toute façon, il faut la photo à la sécurité. pluie. Mais évidemment, mais la sécurité n'existe nulle part. On est capable de pirater une carte bleue, on est capable de pirater des serveurs. Alors la NSA, je sais pas trop en ce moment, je pense qu'ils doivent se méfier un peu. Mais on est capable à peu près de tout pirater sur Terre. Maintenant, il faut juste voir le rapport entre est-ce que quelqu'un va venir me voler mon téléphone et va dépenser une fortune pour payer quelqu'un pour pirater mon capteur biométrique, pour piquer les photos de ma femme et de mon fils à la plage. Mais il y a beaucoup plus simple, on coupe la main maintenant. Oui, voilà. Non, mais en arriver à ce niveau-là, de toute façon, le mec qui va te couper la main, s'il a envie d'avoir ton code, tu lui donneras, parce qu'on n'est pas dans un film. Demain, moi, le mec il me braque, il veut mon code, moi, je vais lui donner mon code, je m'en fous. 10 minutes après, mon téléphone il sera effacé à distance, et puis voilà. Non, moi, c'est pas voilà. Bon, allez, on arrête. Mais t'as pas vu la photo là passer sur Twitter là. C'était rigolo la combine. Oui, pirater avec un bout de scotch. Non, le papa il dormait, puis la petite fille elle est venue mettre le pouce. Ah, elle a mis le pouce. Forcément. Donc il va falloir dormir avec des gants pour les enfants, oui, ça c'est sûr. Bon, donc oui, sur les performances, donc le processeur A7 64 bits. Et bah là, du coup, pour ceux qui ont déjà fait un peu de développement, ils peuvent déjà imaginer ce qu'on peut faire avec. Alors quelques chiffres, il est 2 fois plus puissant que celui d'avant, il est 2 fois plus tout ce qu'on veut, il gère 2 fois plus de threads et autres, il est 40 fois plus puissant que le processeur de l'iPhone 1, donc ça commence à être impressionnant. Il supporte l'OpenGL ES 3.0, donc par exemple pour ceux qui font du développement d'applications graphiques ou de jeux, bah là du coup ça va être pour le coup hyper intéressant. Et du coup on se retrouve avec un monsieur que je connaissais pas du tout d'ailleurs, qui a l'air très intéressant, qui s'appelle Donald Mostard d'Epic Games. Donc Epic Games, c'est ceux qui font la série que tous les possesseurs d'iOS connaissent, qui s'appelle Infinity Blade. C'est un des super jeux d'action. Et il monte sur scène pour nous annoncer la sortie de Infinity Blade 3 64 bits avec des graphistes. Alors je l'ai marqué dans le document, je vais vous le lire tel quel. Just what that fuck. C'est hallucinant. Allez voir la vidéo, je vous mettrai le lien, la vidéo de Infinity Blade 3 sur un téléphone. On n'est pas sur une PS4, on est juste sur un téléphone, et on se retrouve avec quelque chose d'hallucinant en termes de graphisme. C'est de la haute définition, c'est de la Full HD, en temps réel sur un téléphone, enfin c'est voilà. C'est là où c'est dommage que l'iPhone justement ait conservé, l'iPhone 5S ait conservé son écran, parce que justement la Full HD il n'en profitera pas. Si, c'est de la Full HD qui est tronquée de quelques pixels en largeur, oui. Ouais, mais il se retrouve. C'est ça, comment dire, sur les performances, il y a deux choses qui m'ont surpris, c'est que le 64 bits, je sais pas si c'est vraiment l'équivalent au monde du PC, mais dans le monde PC, ça a permis quand même de dépasser la barrière des 3 gigaoctets de RAM et de pouvoir passer à 4. Et je pensais que justement avec cette adoption du 64 bits sur le processeur, ils allaient justement nettement augmenter la RAM, et en fin de compte, non. En fait, ils vont pas en avoir trop besoin, parce que ce qui prenait beaucoup en RAM, c'était les différents capteurs. Et ça, j'allais en parler juste maintenant, donc je vais le faire tout de suite. Et du coup, on va soulager. Donc avec ce nouveau processeur, donc l'A7, arrive un coprocesseur, non pas graphique comme on le voyait il y a quelques années, mais un coprocesseur physique qui s'appelle le M7 et qui va gérer tout ce qui est gyroscope et autres capteurs de mouvement en temps réel. C'est-à-dire qu'il va libérer complètement le processeur central du téléphone de tout ce qui est gyroscope, alors une partie de la gestion du GPS et autres. Ce qui va être évidemment hyper intéressant dans les jeux, parce que les jeux on se sert de plus en plus des capteurs de mouvement. Du coup le processeur sera plus libre pour faire des opérations de calcul graphique, et du coup il pourra nous sortir des images beaucoup plus rapides et beaucoup plus fluides.
Évidemment, dans les jeux c'est intéressant, mais le coprocesseur sera aussi très utile, et ils l'ont montré sur quelques diapos, sur les jeux, enfin les outils de fitness, comme le fameux Nike, avec qui ils sont associés comme d'habitude pour créer leur appli, qui va pouvoir gérer tous vos mouvements, capter vos mouvements, avec une communauté, des petits jeux en fonction de ce que vous avez marché dans la journée, monter en étage, etc. Donc, je suis très triste d'apprendre ça, parce que du coup, Fitbit et autres Fuelband et autres, je pense qu'ils vont être remisés rapidement, parce que ça a l'air de proposer à peu près le même genre de possibilités en ayant juste son téléphone dans la poche, plus besoin d'avoir un autre capteur ni au bras, ni dans la poche, ni un petit dongle à mettre à la ceinture. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera une fois que ce sera sorti et qu'on aura pu le tester réellement. Ouais, ça va être une bonne chose en tout cas. Je trouve qu'ils font assez fort au niveau processeur là. Ouais. C'est vrai que même le système de coprocesseur devrait faire quand même un bon petit gain sur la batterie. C'est vrai qu'avec l'augmentation de passage 64 bits et de la vitesse cycle pros, le M7 va permettre de gagner. Sachant que le 64 bits ne prend pas forcément plus de batterie, parce qu'il gère les instructions différemment, il va les empiler différemment dans la mémoire, il va mieux les répartir, et il va en gérer plus à la fois. Du coup, il va libérer le processeur beaucoup plus vite, et les montées en charge seront beaucoup plus efficientes. On aura moins de temps de latence entre deux instructions, et je pense qu'on va se retrouver avec une batterie. Bon, ils en ont déjà parlé, hein, évidemment. La batterie sera évidemment... c'était le point d'après, hein. Le rendement de la batterie sera équivalente, voire meilleur que l'iPhone 5, comme ils le font à chaque fois. Donc peu de différence, j'ai pas comparé par rapport à l'iPhone 5, il y a quelques minutes de différence en termes de vidéo, de jeux et autres sur batterie, mais ça reste, voilà, on diminue pas en tout cas la batterie au profit d'un nouveau processeur et de plus de what the fuck. Au niveau batterie, l'iPhone 5, il tient combien de temps comparé à d'autres? Bon, alors là, ce que je vais faire, je vais vous laisser, et puis je reviendrai dans un petit moment. Je vais aller mettre en charge. Non, alors, pour être très très honnête, l'iPhone 4 que j'avais me tenait une journée, mais dans des conditions différentes. Je travaillais pas de la même façon, je m'en servais pas de la même façon. Maintenant, où l'iPhone 5 me sert, on va dire, tous les matins et tous les soirs, au moins une demi-heure en podcast sur les trajets, plus une bonne partie de la journée en musique, plus en consultation, Twitter, mail. Maintenant avec LGP Geek, je reçois beaucoup de mails, beaucoup d'avis Twitter, je passe vraiment ma vie dessus, plus Candy Crush qui évidemment me prend une partie. Honnêtement, j'arrive pas à faire ma journée. Bon, sachant que j'ai des journées longues qui commencent souvent vers 7h du mat et qui finissent souvent vers 2h du mat, mais souvent sur le coup de 21h, 22h, 23h, j'arrive à 20% de la batterie. Donc 20%, en gros, un quart d'heure après, il faut le recharger. Mais bon, c'est bien, mal, hein. Mais... Ah ouais, non, mais ça tient plus de 12 heures. Ouais, là, mais ça tient plus de 12 heures, mais ça reste, pour un téléphone, moi j'en attends 24 heures. J'attends de pouvoir faire ma journée complète sans avoir besoin. Là, je me balade en permanence. Dans la voiture, j'ai un chargeur. Chez moi, j'ai un chargeur dans la chambre. J'ai un chargeur dans le salon. Obligé d'avoir un chargeur partout sur soi, parce que sinon on se retrouve à être obligé d'éteindre son téléphone, quoi. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, quoi. Bah écoute, moi la conso que j'en ai, j'ai un peu la même consommation que toi avec mon Note là, c'est 2 fois par jour. Oui, mais attends, le Note c'est pas un écran trop. qu'il a, c'est un cahier A4. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'écran qui va avec, ouais, c'est sûr. Hein. Ouais, mais ça c'est le problème de tout smartphone. Moi j'ai un S3 et ce que j'ai fait, c'est que heureusement que justement la batterie est amovible. J'ai racheté une batterie de 4300 mAh. Je passe les 24 heures et pourtant l'utilisation intensive, mais j'étais obligé de racheter une batterie double, ce qui m'augmente la taille de. Effectivement, je pense que ça risque d'être encore une fois un truc à acheter pour ceux qui ont besoin de mobilité, qui n'ont pas forcément des chargeurs, qui font beaucoup de trains ou de choses comme ça. Mais bon, ouais, c'est à voir en tout cas. À voir s'ils vont les sortir pas trop cher, au même prix. Voilà, vous en avez? Enfin, toi, t'en as une déjà, Steph, tu me disais?
Oui, moi j'ai un S3 avec une utilisation intensive et j'ai racheté une batterie, une double batterie, ouais, c'est pas très cher, mais une 4300 milliampères, mais qui me permet de tenir 24 heures, au moins 20 heures en utilisation très intensive, hein, c'est-à-dire Internet, YouTube, vraiment très très régulièrement. Mais j'ai eu cette obligation-là parce qu'autrement, je me promenais, avec deux batteries dans la poche et à faire deux changements par jour. Mais c'est désormais une obligation. Ils essaient de faire le téléphone tellement fin qu'en fin de compte, on perd sur la taille de batterie. Et sincèrement, moi, je m'en fous que le téléphone fasse 5 mm d'épaisseur. Je veux qu'il tienne 24 heures. Donc, même s'il ferait 9 ou même 1 centimètre, c'est pas ça qui me dérangera dans une poche. On a eu des Sony... on a eu des Nokia 3310 qu'on faisait tenir dans la poche et ils étaient épais quasiment de 2 cm et ça gênait personne à l'époque. Pourquoi est-ce que mon smartphone ne ferait pas quelques millimètres en plus du moment que je gagne en autonomie? Si tu veux, je pense que c'est... alors je sais pas s'ils y ont réfléchi réellement ou pas, mais ils ont tellement réduit l'épaisseur que finalement on se retrouve avec des téléphones... moi, l'iPhone 5, quand je l'ai eu dans la main la première fois, je me suis dit, merde, j'ai payé très cher pour un bout de plastique, quoi. Et j'ai presque envie d'acheter une batterie, rien que pour ça, rien que pour retrouver une espèce de contenance quand on le tient dans la main. Bon, avec une petite coque plastique autour, ça va tout de suite mieux, mais quand on le tient seul nu dans la main, on a envie de se mettre au-dessus d'un lit ou d'un canapé en se disant, mais s'il me glisse de la main, c'est tellement petit et fin que on a cette peur-là, quoi. Moi, réellement, donc je vais peut-être craquer. C'est quoi la marque? Parce qu'on peut se permettre, nous, de citer des marques. C'est quoi la marque de ta batterie? Attends. Sincèrement, je m'en souviens pas. Attends, je vais l'ouvrir. Ouais, moi aussi, je suis un peu à la recherche de solutions à ce niveau-là. Parce que... je t'avouerais qu'ils n'ont même pas indiqué de marque dessus. Je vois juste un Made in China Galaxy S3 batterie de 4300 Ah là là, fais gaffe à l'explosion. Je l'ai chopé sur Amazon pour une quinzaine d'euros. Tu vois, quasiment un écoute, tout à petit peu voir. plus cher mais que, je regarderai ça. Ouais. Mais même ce qui est appréciable, c'est que soit ça augmente le poids, mais au moins quand je pars de chez un ami ou même de chez moi, je sais que j'ai plus mon téléphone. Auparavant, lorsqu'il avait juste sa batterie simple et qu'il faisait, je crois, c'est 130 grammes, je le sentais pas dans la poche. Désormais, je sens que j'ai un poids et je sais si j'ai mon téléphone ou pas. Ça permet de partir sans avoir un chargeur dans la poche aussi. Parce que ça a beau être léger le téléphone, s'il faut te balader avec ton câble USB à chaque fois et l'adaptateur USB secteur. Ouais, puis après il rigole parce que lui il a un vieux Nokia d'il y a 10 ans qui tient pendant une semaine sans problème. Et donc voilà. Bon, allez, on continue parce qu'on va finir par y passer la nuit. Hein. On est déjà plus long que la conférence elle-même, donc franchement c'est pas top pour un résumé, mais c'est pas grave. Alors, suite. Bah, tu nous connais depuis le temps. Mais on va y arriver. Alors, en plus, on est trois maintenant. Là. Deux Google fanboys. Ouais. Vous allez voir au montage. Tous vos Google, là, je vais tout couper. Je crois que ça va faire bip. Donc, rendement de la batterie, bah oui, forcément équivalente ou meilleure que celle de l'iPhone 5. Ensuite, l'appareil photo donc de cet iPhone 5S, nouvelle lentille, 5 lentilles avec une focale à 2.2. Donc c'est une ouverture assez exceptionnelle pour ce type de capteur. Un capteur 15% plus grand, des pixels, des pixels plus grands au niveau du capteur, donc une meilleure qualité d'image. Le soft à l'intérieur a été changé aussi, permet des prises de vue d'une dizaine de photos en rafale. Il a un stabilisateur d'image, il est capable de faire du slow motion en 120 images par seconde, limité évidemment à 720p, on n'est quand même pas sur du réflexe. Hein. Voilà, ça permet de faire déjà des très jolis ralentis et pour un appareil qui n'est pas fait pour ça, ça peut permettre déjà de s'amuser un petit peu. On pouvait déjà avoir de très belles images avec l'iPhone 5. Le 5S, ils ont montré une ou deux photos de comparaison. Franchement sympa. Le flash, le nouveau flash permet justement de corriger la température des couleurs. C'est à ça que sert la deuxième LED qui est colorée, qui va permettre de créer à peu près 1000 tons différents de couleurs et de corriger la température des couleurs quand vous prenez une photo avec le flash. Donc ça vous évite d'avoir une personne trop blanche ou trop rouge quand on met un flash
Voilà, donc pour ceux qui prennent des photos de soirée un peu bourrées, le stabilisateur automatique plus le nouveau flash, vous aurez presque l'air net, tout ira bien. Par contre, j'ai pas prêté attention. Ouais, c'est une bêtise de ma part. Il filme en Full HD. Mais il filme déjà en Full HD sur le 5. Juste en 720p. Oui, évidemment. Ah oui, d'accord. C'est dommage que on puisse pas le voir sur son écran. On peut le voir. Mais... il manque quelques pixels. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut zoomer sur l'image sur un iPhone. Voilà. Tu peux le voir soit en full avec des bandes sur les côtés. Comme ça, tu as toute ton image, ou sinon tu zoomes et ça te permet d'avoir du vrai Full HD avec quelques pixels en moins sur les côtés. Et puis voilà, c'est pas très grave. D'ailleurs, si vous voulez voir une super vidéo prise par un super iPhone 5, allez sur la chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo d'une petite partie de Black Ops 2. Pour ceux qui connaissent la map Nuketown 2025, on s'est retrouvé à 10 mètres de hauteur à voler dans les airs sur une partie, pas en LAN, pas sur des consoles cheatées, non, sur le vrai live de Sony. Donc c'était assez marrant. Il y a une petite vidéo qui dure 2 minutes que j'ai filmée avec mon téléphone. Allez voir, c'est marrant. Bon, on revient à cet iPhone petite 5S. question. Vous faites un peu de photos? Beaucoup. Un petit peu. Ouais, un petit peu. Tu utilises tout le temps le flash? Non, il est en mode automatique, moi. En mode automatique, d'accord. Parce que je fais un peu de photos aussi, et puis le flash, c'est... Avec ce que j'ai appris, c'est devenu quelque chose d'inutile. Tu joues avec ce qu'ils appellent les ISO, donc ça joue sur le temps d'ouverture. Et ça capte beaucoup plus de lumière. Et tu captes plus de lumière, flash, oui, mais par contre tu rajoutes du bruit. Tu rajoutes du bruit numérique sur ta photo. Donc suivant ce que tu as envie de faire, si tu veux une photo très nette, avec aucun bruit, et que tu veux par exemple faire un agrandissement, tu auras meilleur compte de mettre du flash plutôt que d'augmenter l'ISO, ce qui va te générer du bruit. Ouais, mais alors tu n'auras pas des couleurs naturelles avec du flash. Si tu prends un objet dans le noir complet, si tu mets l'ISO au maximum, donc sur les téléphones c'est nul. Non, mais attends, je te parle pas du noir complet là, évidemment. Oui, sur une scène peu éclairée. Mais une scène peu éclairée, tu joues avec les ISO, tu verras que le flash, t'en as pas besoin. Ouais. D'ailleurs, dans le Note 1, il y a pas mal de configuration à ce niveau d'ISO. Le Note 1, il fait le ralenti déjà depuis le début. Hein. Ouais, ça fait il filme le ralenti depuis sa sortie, ouais. Je dis ça, je dis rien. Hein, il filme au ralenti. Non, mais il filme au ralenti à quoi? À combien d'images par seconde? Quelle taille? Parce que jusqu'à maintenant, vous me parlez de plein de choses, mais regardez les comparatifs et trouvez-moi un téléphone qui fasse des meilleures photos que l'iPhone 5. Ah oui, mais en l'occurrence, c'est pareil. Attends, le Note 1, il a 1 an. Là, c'est une nouvelle lentille. Non, que l'iPhone 5. Je parle pas du 5S, voilà. Que le 5. Ah ouais. Il n'y en a pas un seul. Nous avons... si, le nouveau Nokia. D'ailleurs, les gros pixels, c'est Nokia. Ouais, le nouveau Nokia. Écoute, même avec les nouveaux Nokia, franchement, dans les comparatifs que j'ai vus, et je ne réfère pas simplement qu'aux chiffres, c'est pas juste les chiffres, mais au niveau qualité de photo, alors je me trompe peut-être, faut que j'aille voir sur les nouveaux Nokia si vraiment ça a changé la donne, mais jusqu'à maintenant, j'en voyais pas un qui lui arrivait à la cheville, quoi. Il y a le 1020, mais c'est tronqué. Il a un capteur de 40 mégapixels. Ouais, mais c'est du faux 40 mégas, faut arrêter aussi. Ouais. Mais bon, peu importe. Oui. Mais... Non, parce qu'en fait, il prend 2 images. Ouais. Hein. Non, en fait, il en prend une normale à 7 ou 8 mégapixels et il en prend une à 40 qu'on peut zoomer, etc. Voilà. Bon, on revient à nos moutons et on fera un comparatif photo. Voilà. Mais oui, non, mais je suis d'accord avec vous, il y en a d'autres, mais jusqu'à maintenant, j'ai été déçu de tous les téléphones avec toutes les photos. Y compris de l'iPhone, c'est pas un appareil photo. Alors, écoute, sur le Note 1, ça va bien. Ça dépend par rapport à quoi tu le compares. Ça va bien. C'est toujours pareil. Moi, je le compare par rapport au réflexe que j'ai. Mon appareil réflexe, pour l'instant, même s'il coûte moins cher que mon iPhone, à l'heure actuelle, j'ai un EOS 350D. Ça vaut plus rien à l'achat. Ça doit coûter 350 ou 400 euros d'occasion. C'est 2 fois meilleur en qualité qu'un iPhone. Voilà. Ah évidemment, tu as un objectif, tu peux pas comparer un téléphone avec Nokia, un réflexe, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ouais, voilà. Mais ils n'y arriveront pas, et de toute façon personne n'y arrivera, c'est juste pas possible. Il y a Sony qui va y arriver dans pas longtemps, et on en touchera un petit mot. Oui. Sony sort des objectifs en Wi-Fi. Plus d'appareil photo, c'est le téléphone qui sert d'appareil photo, et l'objectif est en Wi-Fi, envoie les photos et vous vous retrouvez avec un objectif de qualité réflexe à pouvoir mettre sur un appareil photo.
Ouais, j'ai vu Voilà. passer l'info. Donc, Ouais. bon, le capteur biométrique, on en a déjà parlé. Il sert effectivement à ce que tu avais dit, donc à déverrouiller son téléphone, à acheter, à faire ses achats, etc. Il peut remplacer complètement. Les données biométriques restent stockées sur le téléphone. À aucun moment elles sont envoyées à l'extérieur. Donc ça, après, c'est comme partout. On est sensible ou on n'est pas sensible à ces informations perso. Voilà. Le prix, c'est là où ça commence à faire très 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 mal. Premier modèle 16 Go, 700 euros. 32 Go, 800 euros. 64 Go, 900 euros. À 1 euro près. Ouais, bah avec un 16 Go, bah je m'achète 2 Nexus. Oui, Voilà. mais t'auras pas de capteur biométrique en cristal avec iOS 7 installé Ouais, dessus. bah tu sais, le capteur biométrique, moi je le désactive. Alors non, je suis pas. Ah non, moi je c'est le le sens premier pas truc pour que le moment. j'activerai justement parce que ça permet Ah. une simplicité d'utilisation, de pas avoir à taper son code, c'est un truc... Enfin bon, donc... Par contre, je suis étonné qu'il n'y ait pas eu un modèle 128 qui soit sorti. Je pensais Bah, qu'il écoute, aurait fait comme l'iPad. Voilà, c'est ce que j'avais dit dans mes rumeurs. Il y a un moment où faut arrêter, même si c'est un téléphone, on a besoin d'espace sur nos téléphones. Enfin, surtout que le 128 aurait permis de baisser le prix des autres. Mais bon, ils continuent à vouloir ne pas en faire. Ils en feront peut-être la prochaine fois. Donc voilà, cet iPhone 5S, où et quand on peut l'acheter? Bah écoutez, on enregistre jeudi 12. Donc pour nous, c'est demain. A priori, je publierai ce soir ou demain matin. Donc à partir du 13, vous pouvez commander votre petit joujou à 700 euros. Vous pouvez le commander si vous habitez dans un des 10 pays, c'est-à-dire USA, Australie, Canada, Chine, Allemagne, Japon, Singapour, Angleterre, évidemment la France et la Suisse. Ah non, pardon, je plaisante. La Suisse, évidemment, c'est plus lent pour arriver en Suisse. Et oui. Ah 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 ah. Je m'attendais à un Évidemment, truc tu peux pareil. t'y attendre. D'une, t'arrêtes pas de me dire que c'est lent pour arriver en Suisse, et deux, c'est toi qui dis que les Suisses sont lents, c'est pas moi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, on peut le précommander, c'est chez D'accord. Et Swisscom. pour une arrivée quand? Un jour? Je sais pas, D'accord. Ok. dans une année. Pour Noël, tu l'auras sous le sapin. Voilà. Et donc, Tim Cook revient sur scène à ce moment-là de la conf et il annonce One More Thing. Eh ben non. C'est terminé. Donc, on va arrêter là tout de suite. On va faire un petit oui/non sur ce qui a été sur les rumeurs. Est-ce que ça a été avéré ou pas? Sortie d'iOS 7 today, non. Bon, c'est une sortie le 18, c'est mercredi prochain. Allez, ça ira. iPhone 5S, un lecteur d'empreintes, eh ben oui, hein, contre toute attente et surtout contre mes attentes, je suis persuadé qu'ils le feraient pas, ils l'ont fait. Par contre, NFC, non, et ça franchement, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Le NFC est en train de vraiment être utilisé partout et par tout le monde, et c'est dommage. Faut vous y mettre, les gars. Le nouveau processeur plus rapide, 64 bits, oui, ils l'ont fait. Les 128 Go, non, ils l'ont pas fait. Les 3 couleurs, oui. Une sortie le 20 septembre, et ben effectivement ce sera ça, sortie le 20 septembre, une précommande le 13. Le double flash sur l'appareil photo, oui. Un iPhone 5C, oui. 3 couleurs, oui. Il avait prévu peut-être enfin, on avait dit dans les rumeurs qu'il serait 25% moins cher. Non, il est juste 100 euros moins cher que l'iPhone 5S. Et il sera en plastique, effectivement. Pas de One More Thing, pas d'iPad 5, pas d'iPad mini 2. Et surtout, aucune nouvelle du MacBook Pro. Et ça, c'est quelque chose qui en a étonné beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont fait l'impasse dessus. Et moi, ça m'étonne. Ils avaient annoncé un MacBook Pro. Pour l'instant, aucune nouvelle. Alors, est-ce qu'ils vont faire un spécial event dessus? Je sais pas. Voilà. En tout cas, je vous donne mes impressions. Et puis après, je passe à mes compères. Et puis, je pense qu'on aura fait déjà un bon bout de chemin sur cette conf. Pour moi, est-ce qu'elle... Ah oui, j'avais pas terminé. Est-ce qu'on parle d'une iTV, la télé Apple, qui devait être censée être 4K, 50 voire 60 pouces, dans des délires monstrueux? Eh ben non. Et pour ma part, je pense que ça ne sortira pas. C'est un avis personnel. Est-ce qu'ils ont parlé d'une iWatch? Tout le monde voulait et avait vu cette superbe iWatch. Eh ben non. Et pour ma part, je ne le souhaite pas et je n'en achèterai pas. Parce que j'ai pas de montre, tout bêtement, et je n'en porte pas. Donc voilà. Mes conclusions sur cette keynote. Est-elle décevante? Est-elle géniale? Alors pour moi, aucun des deux. Décevante sur certains points, oui, parce que il continue à faire la sourde oreille à certaines choses.
rechargement sans fil en tête, NFC, 128 Go de mémoire sur des téléphones, enfin voilà, plein de petites choses qui sont dommages. Je continue à dire que c'est cher. J'adore leurs produits, 150-200 euros de moins sur les très très haut de gamme, je pense que ça leur ferait pas trop mal. Parce qu'elle émettre 200 euros de plus pour pour passer de 16 à 64 Go, ça fait quand même très cher le giga. Hein. Oui, c'est miniature, mais quand même. Est-ce qu'elle était décevante cette conf? Non, parce que en fait, j'en attendais pas plus que ça. Une belle présentation d'iOS 7, deux nouveaux iPhones. Et puis voilà quoi, un Apple qui se porte bien. Ils n'ont pas sorti trop de chiffres, donc à mon avis ils ont dû baisser leur croissance et non pas perdre de l'argent. Il faut pas confondre les deux. Apple continue à croître et continue à gagner beaucoup d'argent, mais ils doivent en gagner un petit peu. Enfin, ils continuent à en gagner plus que l'année dernière, mais je pense à une moins grande vitesse. Voilà. Donc ils n'ont pas fait grand étalage de leurs résultats financiers. Voilà, ils ont pas trop dit qu'ils étaient devant tous les autres pour une fois, ce qui était pas plus mal. Alors est-ce que c'est parce qu'ils se sont aperçus que finalement les autres étaient bons aussi, ou est-ce que ils sont enfin devenus modestes? Je sais pas, mais en tout cas c'est pas dommage, parce que je trouvais ça dommage de systématiquement dénigrer les autres. Une petite boutade de temps en temps, non, il y aura pas d'Android dessus, ça je trouve ça drôle. Dénigrer en permanence, c'est moins drôle. Voilà, donc je vais laisser la parole aller dans l'ordre alphabétique à Hologramme, qui va nous en dire un petit mot tout seul comme un grand, et puis après on passera la parole à Steph, et puis après on se quittera et on se retrouvera la semaine prochaine. Voilà, alors sur la conf, j'ai un peu moins aimé que celle du mois de juin. J'ai trouvé beaucoup mieux. Ils étaient un peu moins amazing toutes les 5 minutes, là ça m'a un peu cassé les pieds quoi. Par contre tu disais 128 Go, ouais c'est vrai, je crois qu'il y a un chinois, il me semble, constructeur chinois qui me semble qui a sorti un téléphone avec 128 Go là dernièrement. Ça c'est bien possible. Autrement il manquerait peut-être le Wi-Fi AC. C'est une norme qui vient gentiment mais sûrement là, qui manque, ouais. NFC aussi. Ok, donc autrement je trouve que c'est un joli produit, bien fini, comme d'hab. Ouais, ça reste bien dans la lignée Apple. Beau, qu'est-ce que je pourrais en dire? C'est vrai que je connais un peu mal tout ça, mais c'est quelque chose que je me réjouis quand même d'avoir en main pour voir la bête, quoi, pour tester un peu quoi. iOS 7 aussi, j'aimerais réjouir de voir ça. Écoute, je pense qu'on est beaucoup à se réjouir d'iOS 7. L'iPhone 5S pour l'instant autour de moi, j'ai pas trop de gens qui m'en ont parlé. Donc je vais faire appel à vous, auditeurs, au premier qui achète un iPhone 5S et qui a envie de nous faire un test vidéo ou même en live avec nous, de prise en main, du capteur biométrique, etc. C'est un grand plaisir. Prenez contact avec nous, sur lgpgeek @gmail.com, sur Twitter @lgpgeek ou sur lgpgeek.com sur le site dans les commentaires de l'émission. Voilà, maintenant notre petit Steph. Je sais pas pourquoi je t'appelle petit Steph. Je suis même pas sûr que tu sois si petit que ça. Ouais, je suis pas bien grand, mais non, moi mon avis c'est déçu ou non, pas tellement. Je commence à être un petit peu saoulé et je trouve dommage que Apple à un moment va devoir quand même regrouper un petit peu plus ses confs, parce que plus ça va, il est réparti sur le long de l'année, mais ça commence vraiment à s'essouffler parce que au final ils n'ont pas grand chose à dire. Là on a quelques améliorations matérielles. Ouais, voilà, ce que la reconnaissance d'empreinte et tout, c'est plutôt sympathique. Sur le matériel, moi je m'attendais, parce que ils sont tellement depuis des années à nous parler de leur super écran Retina Plus, machin et tout, et je m'attendais à ce que l'écran passe quand même à une définition supérieure, mais on reste sur la même gamme. Et au final, l'iPhone 5S, ouais, c'est juste le processeur qui a changé, un petit ajout. C'est une valeur ajoutée, mais de là à ce que ça vaille réellement le prix, non, je le pense pas. Et en plus, même la déception, la plus grosse déception, je dirais même que c'est plus sur le 5C. Je m'attendais à un prix quand même un petit peu plus bas, et même le marché, parce que le cours de l'action a quand même bien chuté le lendemain, quand ils ont annoncé quand même un tarif à 599 euros.
j'ai pas plus de déception que ça m'étonne même pas de la part d'Apple, mais il y a un vrai essoufflement, je trouve, pas sur la mise en forme des keynotes qui restent vraiment parfaits dans leur structure et intéressantes, mais sur le fond, ça s'essouffle et ça intéresse de moins en moins de... Je veux dire, les technophiles comme nous, moi la prochaine, je suis même pas sûr de la regarder, j'attendrai peut-être simplement le lendemain de voir les articles avec la description du matériel, parce que s'il n'y a pas une grosse avancée, j'en vois pas l'intérêt, quoi. Mais au final, ouais, je trouve aussi dommage vraiment qu'ils freinent sur certaines technologies comme le NFC, que moi personnellement j'utilise désormais partout. Oui. Mais ça, on en parlait tout à l'heure avant l'émission. Effectivement, c'est quelque chose qui est très dommage. Alors pour revenir, juste rebondir sur deux petites choses que tu as dit. Donc au niveau de la conf, tu parlais de la taille de l'écran. La première chose, la taille de l'écran. Donc à mon avis, j'espère. Et pour moi, taille et la résolution. Pour moi, je le souhaite. Alors la résolution, c'est une des meilleures qui existe actuellement, donc on peut pas vraiment monter au-delà. Ah non. Ah, le Retina. Sur comment dire, l'iPhone 5C, non, oui, mais le 5C, le 5S, ils ont la même résolution. Non, excuse-moi, sur leur écran n'est même pas Full HD. Tous les autres modèles désormais quasiment qui sortent, on va dire même désormais des moyennes gammes se retrouvent avec des résolutions plus importantes. Là, il y a même une régression. Ils sont à combien? 300. Même on a des modèles qui sortent en ce moment qui sont à plus de 400 dpi. Là où désormais ils se placent à peine à 300, où ils dépassent. Ils sont à 300, ils sont à 326, à 326, voilà. Mais avec une dalle, encore une fois, qui est parfaite, quoi. Et pourquoi ils ne dépassent pas cette taille-là au niveau largeur? Pourquoi ils l'ont agrandi en hauteur, l'iPhone 5 et maintenant le 5S aussi? Et pourquoi ils ne le lâchent pas? Et ben moi, qui ai eu en main d'autres téléphones d'autres tailles un peu plus grandes, et ben je comprends pourquoi ils le font, parce que le pouce ne va pas jusque là. On est obligé de prendre son téléphone à deux mains, on est obligé de changer la position des doigts, ou alors faire une très grande main. Et pour des petites mains ou pour des mains normales, je trouve pour moi cette taille est parfaite. J'ai pas besoin d'avoir un téléphone plus grand. Sinon après, ça devient un iPad mini ou une phablette, ce qu'on peut appeler les phablettes, donc les gros Note 2, les téléphones qui en sont plus en fait. Mais avoir un téléphone qui ne tient pas correctement dans la main, avec lequel je puisse pas en un mouvement de doigt accéder à tout mon écran, et on ne dira pas que sur un Note on peut accéder à tout l'écran, ni même sur un S4, ou alors il faut vraiment avoir des grandes mains. Je t'assure que j'ai pas de grandes mains, et mon S3 je le tiens en main, je fais tout avec le pouce, sans bouger ta main du tout. Sans bouger ma main, juste avec mon pouce, je fais toutes les actions. On n'a pas la même taille possible. De main, alors. Je te l'assure, parce que franchement j'ai essayé, et au-delà de la taille d'un iPhone, il y a beaucoup de gens qui sont embêtés. Donc, mais bon, ça, après, voilà, de toute façon, on va rentrer dans des considérations qui sont vraiment. Avec le Note 1, c'est un peu difficile aussi, c'est vrai, mais une fois que tu as goûté aux grands écrans, moi je veux plus revenir en arrière. Ça me dérange pas. Et sur le deuxième point, tu disais que ça s'essoufflait un petit peu. Alors, il faut toujours ramener les choses à leur place. C'est de se dire que nous, technophiles, podcasters, geeks et autres, on s'intéresse beaucoup à ces choses-là. Allez en parler à votre tati du Cantal, mais moi ne serait-ce que voilà, si je vais demain chez mes parents ou discuter avec ma frangine, je vais dire alors qu'est-ce que t'as pensé de la keynote d'Apple? Elle va me dire la keynote d'Apple, la quoi? Et d'Apple, Apple elle connaît parce qu'elle a un iPhone que je lui ai filé, mais elle va me dire la keynote, mais elle sait même pas ce que ça veut dire. Elle s'en fout, elle en a jamais entendu parler. Ça n'intéresse que les geeks, les technophiles, les développeurs et autres. Voilà, donc pour moi ça s'essouffle pas. Je trouve dommage simplement qu'ils aient pas eu plus de contenu dans celle-là, mais à mon avis ça méritait pas plus. Pour moi, les deux énormes déceptions, c'est qu'ils aient pas parlé du MacBook Pro, enfin du Mac Pro, parce que le Mac Pro tout le monde l'attend, enfin beaucoup de gens l'attendent, tous les gens qui font du montage vidéo, tous les gens qui font des effets spéciaux, qui font des choses comme ça, du gros calcul sur Mac, eux ils l'attendent vraiment. Et le 128 Go qui pour moi est quelque chose que j'attendais sur un téléphone. Donc voilà, à part ça je pense qu'on va s'arrêter là. Moi je vous retrouve rapidement, j'espère d'ici mercredi matin de la semaine prochaine, dès le téléchargement d'iOS 7. Je vous ferai une petite présentation rapide et le plus vite possible pour que vous en ayez un aperçu. D'ailleurs, si vous avez un scénario à me proposer, que vous voulez voir en particulier une appli, une fonctionnalité ou quelque chose
sur iOS 7, je me mets à votre disposition, demandez, j'exécute. Et puis on se retrouve tous les trois courant de la semaine prochaine. On va finir par arriver à se fixer un jour. On va voir en fonction des uns et des autres, parce que que ce soit Hologramme ou que ce soit Stephcore, ils ont des métiers avec des horaires un peu variables, donc on pourra pas forcément toujours enregistrer au même moment. Mais on essaiera de tourner dans l'équipe et d'arriver à vous proposer quelque chose toutes les 2 semaines au moins, et à un horaire à peu près fixe. Voilà, pour ma part, vous me retrouvez toujours sur lgpgeek.com, @lgpgeek sur Twitter et lgpgeek@gmail.com. Allez, je passe la parole à Steph, tu nous dis où on te retrouve, et puis voilà. On me retrouve sur Twitter, @stephcore, STEFCORE. Et ensuite, si on peut aussi me retrouver, entre guillemets, mais sur Dailymotion, si vous cherchez les vidéos de Sur place ou emporter, pour découvrir le petit documentaire que nous sommes en train de faire avec Elder Mendes. Et voilà. Et après, vous me retrouvez au sein de ce podcast où j'espère régulièrement si ma prestation a été bonne et si le virement bancaire a bien été effectué. Donc ça devrait être bon. Bah écoute, ta prestation, on en discutera avec Hologramme. Pour ma part, je suis satisfait. Voilà. Par contre, parfait. J'ai un souci au niveau du virement, j'ai rien reçu. Donc voilà. Moi non plus. C'est passé pas. Pourtant ça vient de la Suisse. C'est ça que je comprends pas, quoi. D'accord. Bon. Bah écoute, c'est Hologramme qui a bloqué. Voilà, je balance. C'est Hologramme qui a bloqué. Et pour la petite histoire d'ailleurs, si vous n'avez pas le podcast, et là on va balancer du lourd, on va être méchant. Si vous n'avez pas le podcast jeudi soir, donc ce soir le 12, c'est qu'on a mis trop de temps à l'enregistrer parce que le seul Suisse de l'équipe était en retard. On avait dit 15h et à 15h il n'y avait personne. Voilà, donc pour un Suisse, voilà. Où est-ce qu'on te retrouve, Hologramme ? Mais qu'est-ce que tu veux, j'ai perdu ma montre. Pauvre chéri. Moi on me retrouve sur mon blog l'apprentigeek.ch, sur Twitter @l'apprentigeek, et puis sur ton blog aussi lgpgeek.com maintenant. .com, .fr, tout ce que vous voulez. Non, .com et .fr, mais utilisez le .com. Le .fr, c'est juste pour qu'on m'embête pas. Voilà, mais peu importe, à la rigueur. Oui, vous le retrouvez aussi parce que il vient participer et nous écrire des petites news de temps en temps. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à Stephcore que le jour où il veut écrire un article sur le blog, c'est avec plaisir. Il est ouvert pour tout le monde, que ce soit pour lui ou même pour vous. Vous avez une info à nous donner, n'hésitez pas, un petit mail et puis on publie votre annonce. En attendant, on se retrouve le plus vite possible pour un vrai épisode qui parlera pas que d'Apple, promis, mais qui parlera pas non plus que de Google, parce qu'il faut arrêter aussi. Et puis mais tu seras content, j'en ai pas beaucoup. Très content. Je sais que t'en as pas beaucoup pour l'instant, mais je te laisse encore une semaine et à mon avis tu vas nous remplir le truc. Allez, on se dit. Une chose, t'as oublié de parler de YouTube. Ah oui, j'avais jeté un mot tout à l'heure. Ça nous aurait vraiment fait plaisir de faire un live autour de la keynote. Surtout qu'en plus, elle n'était pas retransmise en direct, le flux vidéo était compliqué à choper. Donc ça aurait été très sympa pour tout le monde, je suis sûr. Mais on n'a pas atteint les 100. Loin de là pour l'instant. Donc n'hésitez pas, vous prenez le compte de vos grands-parents, de vos parents, de vos petites sœurs, petits frères, et vous faites un petit s'abonner sur la chaîne LGP Geek sur YouTube. Et puis profitez-en pour regarder un petit peu. Il y a les vidéos uniquement sonores, ça se dit pas comme ça mais c'est pas grave, des épisodes. Et puis j'ai commencé à vous mettre un petit peu des vidéos de jeux, de choses comme ça, les bandes annonces pour les podcasts, et on va étoffer ça au fur et à mesure. Merci de me l'avoir rappelé. T'en prie. Bon, on se dit au revoir. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour un épisode où vous m'entendrez quasi pas. Je vais reposer ma voix et je vais laisser mes deux compères se battre sur leur sujet. Allez, à plus. Au revoir à tous, salut. Allez, bye bye, ciao ciao.